Tu rêves de créer ton entreprise, d'être indépendant, d'être ton propre patron. Ce rêve, tu le partages avec des milliers, voire des millions de personnes. Tous les jours, sur les réseaux, tu vois des indépendants à Dubaï, à Bali, gagner des milliers d'euros, faire des millions de chiffres d'affaires. Ils ont l'air d'avoir la belle vie, mais est-ce que c'est vraiment la réalité du quotidien d'un indépendant? Tu te poses peut-être cette question. Eh bien aujourd'hui, on va y répondre dans ce nouvel épisode du Rendez-vous des Indés. C'est toujours au moment où tu as une bonne nouvelle dans ton privé que tu as une mauvaise dans le professionnel. En fait, l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie. Donc c'est pas mettre sa vie de côté, mais c'est transformer sa vie. T'as des nouveaux impondérables qui sont différents, mais que je préfère 1000 fois à un patron. Tu ne réussis pas un projet si tu n'arrives pas à fédérer des équipes, si tu n'arrives pas à régler des conflits, si tu n'arrives pas à dire les choses aux personnes en face. Il y a juste désormais une hype, les entrepreneurs sont les nouveaux héros. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête des fois à croire tout ce qu'il y a sur les réseaux? Moi, quand j'étais en secondaire, on me demandait tu veux faire quoi dans la vie? Je disais je veux être CEO. Moi, je l'ai appris alors que la société existait. C'était quoi un CEO? Donc, j'ai avancé un peu. Que je savais pas. La honte. Et comme à chaque fois, évidemment, une belle équipe d'experts, de passionnés autour de cette table, des nouveaux visages. Philippe Denis qui est avec nous. Mais qui est Philippe Denis? Comment il se présente celui-ci? Oula. Alors d'abord, bonjour, merci pour l'invitation Davy. Donc Philippe Denis, cofondateur d'Amaris Belgique et donc directeur général d'un bureau d'expertise comptable en Belgique. Et Amaris, notre partenaire de cette belle saison, et on te remercie vraiment de nous avoir fait confiance, Philippe. Yacine Rafik. C'est mon comptable. C'est ton... voilà. Le monde est petit. Fondateur de BEDEX. BEDEX en 2 mots. BEDEX, c'est le premier salon de la défense bruxellois, belge, et qui se veut être la plateforme européenne de défense dans l'avenir. Mais on en parlera un peu plus. Gros projet ambitieux, vraiment, et ça fait de toi un vrai entrepreneur, même si avant ce projet-là, tu avais lancé aussi une société dans la communication, etc. On en parlera dans cet épisode-là aussi. Jonathan, femme qui est là, comment tu vas? Ça va très bien. Merci on dit encore femme pour ou on l'invitation. dit femme? Je sais jamais. On dit femme, je l'ai bien fait. On dit femme, ouais. Voilà. Moi, je suis le fondateur de Winvest, les agences immobilières partout en Belgique et Mais en oui. France. Qui ne te connaît pas encore aujourd'hui, Emna Je sais Chaouch pas. qui fait son retour. Merci Emna d'être là pour ce très bel épisode sur l'envers du décor des entrepreneurs. T'accompagnes pas mal d'entrepreneurs aussi, donc t'as pas mal d'histoires à nous raconter. Tu l'es toi-même évidemment. Tu vis la grande aventure chaque jour. On a hâte de savoir. Les gens ont cliqué justement pour savoir un peu quel est vraiment l'envers du décor. C'est vrai qu'on voit plein de trucs aujourd'hui sur les réseaux. Des gens qui disent qu'on peut devenir millionnaire assez facilement. D'autres qui disent que du jour au lendemain ta vie va s'arrêter parce que tu dois être focus sur ton projet. Qui dit vrai, qui dit faux. Votre job, ça va être d'amener des éléments très concrets sur la table. Mais d'abord, on va remercier nos partenaires, sans qui cet épisode ne pourrait pas avoir lieu. Amaris, on l'a dit, on a CBC, notre banque, on a Probos aussi, un vrai partenaire pour travailler vos rémunérations. Vous êtes dirigeant, vous voulez optimiser vos rémunérations, allez voir ce que fait Probos, et évidemment, référence.be. Votre image du jour, Philippe, je commence par toi. Eh ben écoute, je suis un grand fan de football à l'approche de la Coupe du Monde. Moi, je me suis lancé un peu dans l'entrepreneuriat parce que j'adore cet esprit de... C'est un jeu, enfin on vit pour jouer finalement. Et j'aime bien ce côté où l'entrepreneuriat, c'est un grand terrain de jeu avec des règles, avec des victoires, avec des défaites, avec des frustrations, avec des moments où on peut partager en équipe, etc. Et j'aime bien cette idée collective du jeu aussi, parce que l'entrepreneuriat parle souvent seul devant le micro, mais derrière nous, il y a une grande équipe. Donc voilà, j'aime bien cette image-là. Voilà, une victoire qui peut se jouer sur une individualité et sur aussi un collectif. Donc c'est vrai que l'image du foot, je trouve ça pas mal. Vous validez cette image du jour, Moi, Yacine? j'adore. Et puis, je suis très footeux aussi, donc vraiment, j'adore. Bah, on va continuer avec toi alors, ton image du jour. Quand je te dis être indépendant, quelle est la première image qui te vient? La première image qui me vient, moi, je vais personnifier un peu. Moi, je vois tout de suite Steve Jobs. Pour moi, il a tout préempté sur l'image de l'entrepreneur. Parce que quand tu regardes Steve Jobs, il y a tout. Il y a les très hauts, il y a les très bas, il y a la vision. Et puis, il y a cette espèce d'image un peu fondatrice de Steve Jobs seul sur une scène qui te pitch un truc contre le monde et qui va y aller. Et puis, il y a une déferlante dans un physique qui n'est pas très impressionnant que je trouve franchement assez incroyable. Clairement, c'est vrai que Steve Jobs, c'est vraiment un nom qui revient souvent quand on parle de modèle et au-delà de ce qu'il incarne à travers sa marque aussi en termes de personne. Quand on regarde le film qu'il y a eu sur lui, les films qu'il y a eu sur lui, quand on lit son livre, on voit aussi que c'est une personne qui humainement est assez spéciale et il y a pas mal de choses à tirer de tout ça. Emna, ton image du jour? Alors, à l'inverse, quand je pense à un entrepreneur, moi, j'ai pas spécialement une grosse équipe derrière moi, donc ça va être plutôt l'indépendant, l'indépendante, donc l'homme ou la femme aux multibras. Ouais. Tu dois vraiment tout gérer, tu dois créer, tu dois faire tes offres, tu dois vendre, tu dois faire du marketing, tu dois gérer la compta, l'admin, donc tu gères tout par toi-même. Alors ça va être, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, justement, est-ce qu'en tant qu'indépendant, il faut tout faire, justement, ou il faut très très vite déléguer? On va en parler dans un instant. John, ton image du jour, tu as eu le temps de préparer? Moi oui. Même chose un petit peu qu'Emna. Pour moi, c'est la personne un peu seule. Donc, quand tu parles d'indépendant au niveau de l'image du jour, c'est un petit peu
le gars qui avance seul dans la jungle avec sa machette. Un peu compliqué, il doit avancer, il sait pas les dangers qu'il va y avoir. Il va avoir de beaux paysages, il va avoir de super belles aventures, mais tu peux avoir aussi beaucoup de risques et à un moment donné avoir du danger. Donc, il va falloir se débrouiller. Et Tiens, il faut Steve Jobs en machette. Ouais, c'est ça. En short. Écoute, Gaston, aka Minimaliste, qui réalise cette vidéo, va te faire un petit montage avec l'IA. Et pourquoi pas Steve Jobs avec une petite machette au milieu de la jungle. Mais pourquoi pas les amis, et vous, c'est quoi votre image du jour quand on vous dit devenir indépendant? Est-ce que vous avez plutôt une image positive, une image négative? Ça vous fait peur? Comment vous illustreriez ça? Dites-le nous en commentaire de cette vidéo. On met ça de côté 2 secondes, on reviendra dans le 2 du jour dans un instant, mais là, on va aller faire le tour de l'actu d'Internet. Et on va démarrer le tour d'Internet avec une vidéo d'Éléonore Simonet, notre ministre, qui a décidé d'agir pour les femmes qui entreprennent et les femmes qui sont mamans. On regarde ça. Ça y est, on met fin à une inégalité de traitement entre les mamans salariées et les mamans indépendantes. Sur ma proposition, le Conseil des ministres a accepté de prolonger la durée du congé de maternité des indépendantes. Très concrètement, cela veut dire qu'à partir du 1er juillet 2026, les mamans indépendantes qui ont accouché auront droit à un congé de maternité de 15 semaines maximum, comme pour les salariés. Vous savez, je le dis souvent, quand on est indépendante, on doit avoir le choix. Eh bien, le choix, il est là. Elles pourront décider en fonction de leur situation personnelle. Prendre leurs 3 semaines de congé de maternité obligatoire et puis décider 5 semaines, 10 semaines, jusqu'à 15 semaines maximum au total. Personnellement, je pars d'un raisonnement. Une maman ne devrait jamais avoir à choisir entre son entreprise et son bébé. Eh bien, c'est ça, soutenir l'entrepreneuriat porté par des femmes. Et je peux vous assurer, on continue le travail. Alors, vous en pensez quoi, les amis, de cette nouvelle mesure, passer de 13 semaines à 15 semaines, l'allongement du congé de maternité? Est-ce que c'est une bonne idée, mauvaise idée? Est-ce que ça devait être la priorité maintenant de notre ministre? Emna, ton avis? Bien sûr, dans tous les cas, je pense que c'est une bonne chose parce qu'entreprendre, déjà qu'on soit un homme ou une femme, maman, papa ou pas, c'est assez endurant. Il faut vraiment pouvoir gérer un petit peu toutes les choses en même temps. Donc de pouvoir allouer un temps de repos où on se sent en sécurité parce qu'on sait qu'on va avoir une forme de rentrée d'argent, le temps de s'occuper de son bébé, ça me paraît quand même important. Et puis je vois pas pourquoi ce serait pas la même chose entre un employé salarié et un indépendante. Et c'est vrai que c'est ça l'amélioration, surtout, c'est d'arriver au même niveau que les employés. Et c'est vrai qu'on va l'aborder tout à l'heure, justement, dans le 2 du jour, on va parler de la sécurité. C'est vrai qu'on évolue aussi avec les idées reçues de nos parents qui nous disent « Ouais, quand t'es indépendant, t'auras pas de pension, t'as pas de droit au chômage. Et si demain tu tombes enceinte, ça va être la galère, etc. » On voit qu'il y a des mesures qui sont prises et qui peuvent justement accompagner toutes ces femmes qui entreprennent en étant maman. T'as un avis, toi, John, là-dessus? Je trouve que c'est un chouette équilibre de faire ça, la différence entre un employé et un indépendant, mais au final, un indépendant, il doit tout le temps bosser. Et donc, pour moi, je pense que c'est un petit peu une sorte d'hypocrisie. Je pense qu'il y a des gens qui vont continuer à essayer d'avoir cette rentrée d'argent, mais continuer à travailler sur le côté. Parce que quand tu es indépendant, tu sais pas stopper. Pas comme un employé qui peut se dire, OK, en fait, je m'arrête un petit peu, le business va continuer à tourner, le patron va gérer, il y a les managers qui seront là. Quand tu es indépendant, si tu t'arrêtes complètement, redémarrer un camion qui s'est mis à l'arrêt, c'est super compliqué, ça demande beaucoup plus d'énergie. Donc, je trouve ça une bonne chose, mais dans la réalité des faits, est-ce que ça va vraiment fonctionner? Moi, j'ai l'impression aussi que c'est en phase aussi avec l'évolution des choses. C'est vrai qu'aujourd'hui, être entrepreneur, c'est plus non plus, et on va en parler, c'est le sujet du jour, comme avant où il y avait ce truc un peu, c'est toi et ton business et rien que toi et ton business. On a aussi envie de dire aux gens, vous pouvez entreprendre de manière plus slow, comme on dit, avec justement, grâce à toutes ces aides, on peut évoluer sans chercher forcément à faire des millions, mais en ayant un business qui tourne et qui fonctionne. Donc voilà, moi, mon avis personnel, c'est que c'est pas mal comme idée, mais c'est vrai que certains peut-être vont en profiter. Est-ce que c'est le terme, en profiter, Denis? Philippe. Tu peux m'appeler de 2 prénoms. En profiter, je sais pas. Après, il faut voir que la mesure, il y a différents types d'entrepreneurs. Il y a le consultant seul, il y a l'entrepreneur qui a son équipe, etc. Donc, c'est dur de dire qui va vouloir en bénéficier. Pour moi, ça peut être une bonne mesure, mais je trouve que le côté indépendant, c'est aussi être responsable. Responsable, c'est ne pas attendre que l'État nous donne quelque chose, mais prévoir la suite de son avenir. Donc, si je me blesse, si je décède, si je veux arrêter de travailler, pour ne pas dire partir à la retraite. J'aime bien ce côté entrepreneur où finalement il faut plutôt y penser dès le début et pas attendre que les mesures de l'État tombent, en fait. Voilà. Ah non, clairement, Emna. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de débat, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas la même allocation pour quelqu'un qui est salarié ou indépendant, bien qu'on soit responsable. Donc ça, pour moi, il n'y a pas de discussion.
Maintenant, ce que je dirais, c'est que je connais beaucoup de femmes entrepreneuses qui ont néanmoins pris ce côté responsable et qui ont vraiment planifié leur maternité, qui ont su que pendant 3 mois, elles seraient à l'arrêt et donc elles ont récolté les finances nécessaires pour pouvoir s'arrêter. Si en plus de ça, il y a l'allocation, tant mieux. Mais il y a de toute façon ce côté responsable parce qu'on ne s'arrête pas. Et peut-être que si ce n'est pas des allocations pour se verser un salaire alors qu'on ne peut pas, peut-être que cet argent sera utilisé pour autre chose, les frais du bébé, etc. etc. Donc voilà, chacun en profite comme il veut. John, droit de réponse. On parle des finances, et je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est par rapport à la continuité du business. C'est-à-dire qu'en fait, si tu dois chercher des clients et autres, tu peux pas t'arrêter 3 mois et dire quand je redémarre, le client va revenir du jour au lendemain. Donc c'est plutôt pour la continuité du business où je trouve que c'est assez compliqué et hypocrite de penser qu'on peut s'arrêter facilement en tant qu'indépendant plus longtemps. Mais par contre, très bonne chose qu'il y ait ça et l'équilibre avec les employés. C'est probablement un ralentissement plutôt qu'un arrêt. Voilà, c'est ça. On mettra concrètement en commentaire de cette vidéo les détails très pratiques. On passe de 12 semaines à 15 semaines. Il faut savoir aussi qu'il y a une partie qui est obligatoire et il y a une partie qu'on peut décider de ne pas prendre. Je crois que c'est 3 semaines obligatoires. Et puis les autres, on décide de les prendre ou pas. Et le petit détail, et je peux le partager, c'est vrai que c'est 13 semaines plus 105 titres-services qu'on pouvait utiliser. Et en gros, on passe à 15 semaines. Mais la condition, si on veut prendre ces 15 semaines, c'est qu'on va devoir renoncer au titre-service. Voilà, en gros, la mesure. Alors, Yacine, juste pour réagir, parce que je ne l'ai pas encore fait un peu de façon méta, et puis je réponds à ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une harmonisation, comme Emmanuel l'a dit, et c'est peut-être le cœur de la réforme, c'est juste de se dire, à un moment, il faut qu'on traite de la même façon une indépendante et une salariée. Qu'on donne, on est tous ici indépendants, le maître mot, en tout cas sur les réseaux sociaux, c'est la liberté, c'est le choix. Qu'on donne à un moment le choix à des femmes de pouvoir être indépendantes, mais aussi avoir un équilibre, c'est pas un devoir. Il y a 3 semaines obligatoires, mais ensuite, elles font ce qu'elles veulent. Sur les titres-services, il y avait un état d'esprit qui prévalait à l'époque, qui laissait penser que si on donnait 12 semaines à des femmes et puis qu'ensuite on leur donnait 105 titres-services, ça leur permettait d'avoir quelqu'un qui les supplanterait à la maison. Aujourd'hui, on ne supprime pas les 105 titres-services, on a une dégressivité sur la suppression. Et donc, sur les 3 semaines de plus, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais si vous prenez 13 semaines à la place de 15, vous avez le droit à 13 semaines et 70 titres. Oui, c'est ça, c'est 35 titres-services par semaine. Voilà, et donc ça permet... franchement, moi je suis un tout petit peu mal à l'aise de parler de cette mesure parce que je suis pas une femme et que je serai jamais enceinte et que j'ai toujours un peu de mal parce qu'on vient de donner son avis sur des sujets qui vont jamais nous concerner, mais à mon avis, pouvoir avoir une harmonisation, donner une liberté de choix et en plus continuer à booster un secteur qui galère un peu, celui des titres-services, j'ai l'impression que ça fait 3 ans. Non. Le débat va continuer en commentaire de cette vidéo. On va enchaîner avec les autres actualités. Donnez votre avis, vous aussi. Dites-nous ce que vous en pensez. Et quid des papas? J'aurais aimé qu'on en parle, mais on n'a pas le temps. Mais c'est vrai aussi, les papas, on parle d'égalité homme-femme aussi. Alors, c'est complètement différent. Mais on sait qu'il y a plein de papas aussi qui ont aussi de plus en plus envie de vivre la naissance des bébés. Est-ce que 20 jours pour les papas, c'est suffisant? Est-ce qu'on ne devrait pas aussi mettre le débat sur la table à ce niveau-là? Je pose la question. Dites-le nous en commentaire. On continue le débat. Une deuxième actu. Alors ça va être... j'ai hâte d'avoir votre avis là-dessus. C'est le coût marketing du mois. Et je vous ai sorti un article du soir. Je ne sais pas si vous avez vu cette histoire de montre que Swatch a lancé. Yacine, est-ce que tu peux peut-être un peu recontextualiser l'actu? Avec plaisir. Alors, c'est effectivement le coût marketing du mois et peut-être même de l'année. C'est Swatch qui a fait un crossover, donc une collaboration avec une marque qui est très connue des amoureux de l'horlogerie suisse, qui est Audemars Piguet. Et donc, on a une marque qui est plutôt accessible, que tout le monde connaît, qui dans l'imaginaire populaire est un peu la marque plutôt jeune, montre en caoutchouc sympa, qui est Swatch, avec une marque qui est très élégante, qui est très chère, qui n'est pas accessible du tout, qui est Audemars Piguet. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on voit la rencontre des deux mondes, parce qu'on a la rareté et tout le phénomène culturel de Audemars Piguet qui vient rencontrer l'espèce de côté un peu cool, fun de Swatch. Et donc, on a vu des fils et des fils de gens qui attendaient. Certains ont fait la queue pendant 2 jours. Et avec tout ça, quand tu vois un peu ce phénomène pop culture, tu comprends que les montres aujourd'hui, c'est un objet d'investissement et c'est un objet de désirabilité. Et on a vu des gens qui ont acheté des montres à 200-300 € et qui les ont revendues à la sortie pour 3-4 fois le prix.
Et donc, tu te dis que derrière tout ça, il y a quand même une spéculation. Et bienvenue dans le monde d'aujourd'hui où la pop culture rencontre l'argent en masse. Et tu regardes un peu ça, c'est marrant. Il y a pas mal de choses. Moi, j'aime bien parler de ces coups marketing parce que ce qui nous intéresse ici, pour ceux qui nous regardent, c'est d'aller tirer des enseignements de ces coups de com qui sont faits un peu partout. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce coup de com? Déjà, tu parlais d'une collaboration audacieuse. Parfois, pour relancer la dynamique de son entreprise, peut-être une collaboration, ça peut être une bonne chose. Quelqu'un déjà collaboré avec certaines marques ou fait ce genre de choses? Non, pas du tout. Jamais. J'ai l'impression que ça marche bien avec les autres, les grands, quand ils font ça, mais quand toi t'es petit, t'as un peu l'effet splouch. Il n'y a rien qui se passe, personne n'en a entendu parler. Mais après, au niveau des petits, parfois, ce qu'on peut faire comme collab, c'est des collabs où il y a de la complémentarité. Ouais, typiquement, ce qu'on peut voir avec des artisans, c'est en un qui fait de la bière, l'autre qui fait du fromage. On va faire un truc ensemble où on va sortir le vin qui va être associé au fromage. Et c'est vrai que parfois, on reste entre nos quatre murs dans notre petit commerce et on se dit, non, en fait, on peut aller voir un autre commerce 100 mètres plus loin et collaborer. Et ça peut créer quelque chose. On profite de la communauté de l'autre. Maintenant, ça, c'est une dimension de ce coup de com'. Mais il y a une autre dimension, c'est qu'on a quand même vu que ceux qui étaient là n'étaient pas, et tu l'as rapidement évoqué, n'étaient pas forcément des gens qui étaient là parce qu'ils voulaient acheter la montre pour eux. Et ça, vous trouvez ça positif en termes d'image de marque, d'attirer finalement devant ces magasins des gens un peu, qui font un peu des business chelous, Emna? Moi, ce que j'aime pas trop, c'est le côté édition limitée pour créer de la rareté, alors que parfois, c'est pas vraiment vrai. Donc ça, je serais juste un peu prudente par rapport au côté manipulatif des coups marketing parfois. Donc voilà, après, ça fonctionne aussi, donc à voir. Est-ce que vous pensez que c'était fait exprès et calculé, cette idée en fait de faire croire que ça va être une édition limitée, forcément ce type de collab, édition limitée, et au final, ils l'ont annoncé, 24 heures après, ils ont dit « Ah non, mais c'est pas de l'édition limitée ». Vous pensez que c'est calculé, ça, John? Mais bien sûr, au niveau marketing, c'est ça qui fait la rareté, et la rareté qui fait que en fait, les gens sont là à regarder, à vouloir vraiment l'objet que tout le monde veut. Mais moi, tu parlais d'investissement, je crois pas forcément au niveau de l'investissement. Je pense que c'est plutôt c'est les statuts sociaux. Et donc pour moi, ici, faire la file pour pouvoir avoir une montre et simplement avoir une combinaison de deux marques qui se mettent en place, je vais commencer aussi à vendre des maisons, à me dire, OK, mais j'offre une Swatch en même temps que quelqu'un achète une maison. Enfin, voilà. Moi, ça me dépasse un petit peu le temps qu'on peut passer à ça. Et c'est de la spéculation, mais je comprends pas les gens qui font ça. Donc sur le côté, est-ce que la collab a lieu d'être, donc la direction artistique, ça je sais pas trop. Chacun peut penser ce qu'il veut. Par contre, sur le côté investissement, quand tu regardes les grandes marques aujourd'hui, les Audemars, les Rolex, les choses comme ça, je peux te garantir qu'une montre, quand tu l'achètes, quand tu ressors du magasin sur le marché secondaire, on appelle ça, elle vaut déjà 2 ou 3 fois le prix. Pourquoi? C'est factuel. Pourquoi? Parce que tu as des listes d'attente, tu as une désirabilité qui est peut-être factice. Peut-être qu'on te vend un statut, mais ce statut, il y a tellement de gens qui veulent l'avoir que quand tu regardes, tu peux regarder là tout de suite, ipso facto, tu peux le faire, mais dans les 20 secondes. Hein. Oui, mais on peut aussi parler de plein de gens qui ont investi dans le Bitcoin, etc. Et on dit, et on parle que de ceux qui ont gagné de l'argent. Et tous ceux qui ont perdu de l'argent, on n'entend pas parler, évidemment, parce que c'est là un peu la honte pour eux, etc. Donc, je suis sûr et certain de ce que tu dis. C'est vrai, il y a des montres, il y a des sacs, il y a des choses qui font en sorte qu'il y a la hype. Et c'est le côté un petit peu exclusif. Par contre, il y a plein de gens qui perdent de l'argent, qui pensent acheter des montres, qui vont faire en sorte que, oui, c'est de l'investissement. C'est un investissement qui est très, très mal calculé. Parce qu'ils pensent que c'est juste, OK, c'est un objet rare et en fait, ça va prendre de la valeur. Mais en fait, quand tu fais ton calcul, à la fin, tu gagnes pas grand-chose. Et c'est une dureté de vendre après. Hein. Le débat est très intéressant, mais on est dans le rendez-vous des indés et pas dans le rendez-vous des investissements, des investisseurs. Ah oui, mais voilà, très bien. Et je vous invite aussi à donner votre avis. Le but, c'était vraiment, quand je parle du coup marketing du mois, c'est de voir ce qu'on peut en tirer pour ses propres business. Et donc moi, je dirais, l'idée de collaborer avec une autre marque, ça a du sens. Qu'est-ce qu'on pourrait encore tirer? Créer l'effet un peu édition limitée, rareté qui crée l'engouement et la valeur. Quoi d'autre encore? Rajeunir peut-être la clientèle de Audemars. Ouais, pas mal aussi, c'est vrai. Je pense que le coup de com' de base, sans doute, vient là, et renouveler et offrir le statut social à des gens qui ne peuvent pas se le payer. Et inversement, pour Swatch aussi, qui avait peut-être une image aussi, peut-être de montre accessible, parfois un peu. Donc là, grâce à cette collaboration, il relève un peu le niveau. Emna, pour clôturer. Ce qui se passe beaucoup aussi, on le voit, il y a 2 choses sur Instagram. Il y a beaucoup de gens qui font des collaborations, qui font des lives ensemble pour aller chercher l'audience de l'autre personne. Donc ça, c'est au niveau digital. Et puis en vrai, moi, par exemple, je fais beaucoup de collaborations avec des confrères ou des consoeurs qui sont multilingues, donc qui sont par exemple en Flandre. Et donc là, on va chercher l'audience de l'un et de l'autre. Et ça crée vraiment des belle synergie. Vous avez rapidement un coup de com', un coup marketing, votre meilleur coup de com' à vous, John, toi, c'est ta collab avec RTL.
Ah oui, ok, parce que j'allais dire, putain, si tu me demandes ici directement le truc. Non, rapidement, Oui. vraiment, le coup de com' de Winvest, c'est ça, je pense, entre autres. Oui, je pense que c'est celui qui a touché le plus de monde directement. C'est effectivement avoir notre propre émission, un peu comme Stéphane Plaza faisait en France. Et donc ça nous a propulsé parce que les gens ont vraiment associé le nœud papillon à ah oui, on vous voit à la télé. Ça a aidé, ouais. C'est vrai que le coup de com' aussi, ça a été le nœud papillon aussi. Très vite, ça nous a permis de vous identifier. Donc, on peut parler aussi de coup de com'. Mais écoute, j'en ai un qui est plutôt aussi en tant qu'indépendant quand t'as pas beaucoup de sous, parce que RTL TVI, ça coûte quand même de l'argent. Le fait qu'on ait mis nos visages sur nos panneaux immobiliers, nos cartes de visite, dès le départ qu'on a pris ce pli-là, là, ça fait un gros coup de com' parce que les concurrents en parlaient énormément. Le public en parlait en disant « Ah mais tiens, mais oui, c'est ceux qui mettent leur visage sur les panneaux, on peut les identifier. » Ça, c'était un coup de com' qui nous a pas coûté, proprement dit, beaucoup d'argent, mais qui était un positionnement qui était intéressant. Et qui était cohérent aussi avec ta baseline à l'époque, je crois que vous l'avez changé maintenant, qui était... We are human. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc, c'était cohérent. Et c'est vrai que le coup de com', ça passe aussi parfois par là, par des petites choses. Faire ce que les autres ne font pas et venir avec d'autres codes, et ça fonctionne très très bien. Philippe, toi, Camaris, il y a un coup de com' particulier que tu as envie d'évoquer ? À nous, les meilleurs coups de com' qu'on ait pu avoir, c'était plutôt à l'époque avec ma société Squirrel, qui est toujours dans Amaris, c'est une boîte tech. C'est quand on faisait les levées de fonds. Parce qu'à l'époque, il faut se rappeler, en 2016, faire une levée de fonds, c'était se garantir de passer dans tous les médias. C'est vrai. Pour 0 €. Ouais. Mais je dirais quand même que Philippe, ton meilleur coup de com', c'est d'être partenaire de cette magnifique émission. Le rendez-vous des indés. Bon, on continue, les amis, avec une dernière actu avant de réouvrir le dos du jour dans un instant. Être indépendant, l'envers du décor, c'est le sujet. Vous voulez passer les actus, il y a un petit lien en bas, vous pouvez directement arriver au dos du jour. Une dernière actu, c'est une vidéo de Kelly Massol que j'aime beaucoup, une entrepreneuse à succès qu'on a pu voir dans l'émission Qui veut devenir mon associé. L'entrepreneuriat, il te prend tout. Il peut te donner beaucoup, mais il te prend beaucoup. Moi, on m'a pris pour une folle. On m'a dit, t'es rentrée dans une secte? On m'a pris donc pour une meuf complètement perchée. Ensuite, on a cru que j'étais en dépression parce que je passais ma vie enfermée, entre guillemets, chez moi à faire des produits. J'ai perdu des amis. J'ai peut-être perdu des relations amoureuse. Et qu'est-ce que j'ai perdu d'autre? Du temps avec mes enfants. Mais dans ma tête, j'avais un plan, et le plan, c'était de devenir multi-déca-millionnaire pour pouvoir mettre toute la lignée à l'abri avant les 10 ans de mon fils. Marco a eu 10 ans en septembre, Marley aura 10 ans en décembre cette année. Mission accomplie. Donc maintenant, je suis là, je peux être là. Alors justement, cette vidéo, elle va nous permettre de faire le tremplin vers le dos du jour. Ce qu'elle dit est quand même fort, John. Est-ce que tu es d'accord avec ce qu'elle dit? Est-ce que c'est ça la réalité des indépendants? C'est on se ferme à ses amis, à sa famille, on perd tout? C'est toujours une question de balance. Ouais. Et pour moi, tu dois faire des sacrifices si tu veux arriver très très haut dans l'entrepreneuriat, c'est normal. Et évidemment, si tu sacrifies des choses, c'est aussi voir tes amis, les sorties, le sport pour certaines personnes, la famille. Et donc, évidemment, c'est très très compliqué donc de garder cette bonne balance. Mais après, chacun peut mettre un petit peu le scope où il veut. S'il veut être un entrepreneur vraiment très à succès, avoir plusieurs sociétés et que ce soit mondialement connu, je pense que ça va faire de gros sacrifices. L'indépendant qui veut simplement vivre correctement et avoir une certaine liberté, il ne doit pas tout sacrifier. Donc, je pense que c'est une question de balance. J'ai eu la chance d'écouter un show de podcast qui s'appelle Conseil Immo, que tu connais très très bien, dans lequel tu t'es livré, je pense, pour un anniversaire, je pense, de Winvest, où tu dis, toi, personnellement, tu avoues que tu as évolué. C'est-à-dire qu'au début de ton aventure, on te voyait, t'allais à 6h du matin à la salle de sport, t'avais une hygiène de vie, une rigueur, une discipline qui était assez hard, où on se demandait si on veut travailler chez Winvest, il faut avoir des abdos obligatoirement, enfin c'est quoi le délire? Et tu le dis que t'as un peu évolué là-dessus. Est-ce que c'est le cas ou pas? Oui, en fait, si tu veux, par rapport aux personnes qui m'entouraient, eh bien, j'avais beaucoup de personnes où j'essayais de les entraîner avec moi dans cette discipline-là. Ouais. Et en fait, j'ai bien compris que tout le monde ne pouvait pas ou simplement ne voulait pas avoir cette discipline-là. Donc, je continue ma discipline. Je suis passé de 6h à 7h du matin parce que la salle n'ouvre qu'à 7h. Je continue mon sport, je continue mon rythme de vie, de dormir assez tôt et de faire ça même le week-end. Mais par contre, je n'entraîne plus tout le monde à faire ça avec moi et j'ai accepté que j'étais un petit peu différent par rapport à tout ça. Est-ce que ça a été votre cas aussi quand vous vous êtes lancé? Vous avez perdu des amis, peut-être un conjoint, une conjointe. Est-ce que vous avez une anecdote à nous partager là-dessus, Philippe? C'est surtout la famille proche. Tes parents, tu les vois pas beaucoup. Ta compagne, on parlait des congés de maternité. Moi, les deux miens, c'est pas que j'aurais bien voulu les prendre, mais c'est toujours au moment où tu as une bonne nouvelle dans ton privé que tu as une mauvaise dans le professionnel. Ça part. A priori, c'est une règle qui va de... Moi, le deuxième est arrivé 3 jours après le confinement, donc il fallait restaffer les équipes, il fallait tout organiser. J'étais en pleine levée de fonds, c'était un chaos. Donc voilà, mais... En soi, quand on l'explique comme ça de l'extérieur, tout le monde va dire « Oh, le pot ». Mais en fait, non, ça fait partie du jeu et je me suis jamais... Enfin, je pense pas qu'un entrepreneur se plaigne de ça. Par contre, ceux qui veulent ce statut d'entrepreneur, il faut pas qu'ils oublient qu'on n'a rien sans rien. Ça, mais ça, c'est dans tout, je veux dire. Enfin, dans le sport, dans l'entrepreneuriat, dans
dans la vie de manière générale, en fait. Mais c'est le débat qu'on va avoir dans le dose du jour qu'on va ouvrir dans un instant, même si on le commence finalement déjà avec cette vidéo. Yacine, je me tourne vers toi aussi. T'as quand même lancé un gros événement en peu de temps en réalité, parce qu'un événement comme ça, un salon de cette ampleur avec des partenaires internationaux, toi, est-ce que du jour au lendemain, ta vie elle a complètement changé et t'as pas le choix, t'as dû passer par là, ou finalement t'as trouvé très vite un équilibre vie privée, vie pro et ça a été? Alors non, en fait, moi, je suis un peu plus chaotique que John. J'ai absolument aucun équilibre, mais j'entraîne avec moi tout le monde. Donc mes potes, je les ai rentrés dans le BDEX, j'en parlais toute la journée, et puis ça a fait l'exact contraire. Je me suis pas fermé au monde, je me suis ultra ouvert au monde, je me suis fait encore plus de potes, plus de connaissances, plus de machin, parce que j'aime ça, j'aime travailler en jouant, j'aime que ce soit fait en famille, j'aime que tous mes copains soient un peu dans l'histoire. Je trouve des raisons de les inclure, et donc c'est l'exact contraire qui s'est passé. J'ai passé encore plus de temps avec ceux que j'aimais, et on a construit un truc qui a un peu de gueule. Donc mais c'est intéressant, on le voit déjà, et je pense qu'on va aller vers ça dans le dose du jour. On voit qu'il y a des chemins différents, et pourtant chacun vit finalement la même aventure qui est celle de l'entrepreneuriat. Je me tourne vers toi pour clôturer cette actu. Toi justement, on sait que cette aventure, c'est important pour toi, tu la vis aussi depuis plusieurs années. Comment tu l'as vécu? Est-ce que tu as dû te fermer? Est-ce que tu t'es isolé à un moment donné? Tu as perdu des amis? Alors, la réalité, c'est que avec le recul, maintenant, je pense qu'il faut être réaliste. Il faut bien 2-3 ans de vraiment être à fond dedans, mettre un petit peu sa vie de côté pour vraiment construire une base hyper solide. Maintenant, il y a moyen de gagner du temps. Aujourd'hui, les personnes que j'accompagne, je leur apprends justement à ce que ça prenne pas 2-3 ans avant de pouvoir avoir une vie stable, un équilibre, un salaire, etc. Donc, il y a aussi des techniques à mettre en place d'un point de vue construction de business pour trouver cet espace au sein du business. Et ça, c'est vraiment... Il y a peut-être des différences aussi quand on est entrepreneur ou indépendant, mais moi, je pense qu'il y a moyen. Emna, je crois que je vais me tourner vers John, parce que je pense c'est le premier carton jaune de cette émission. John, il est heureux, regarde. Non, il avait envie. Il est heureux Il de attendait sortir. ce moment. Il a hésité, toi, il l'a pris, il a déposé, il a dit est-ce que je lui fais subir ça ou pas? Exactement. Voilà. Non, parce qu'en fait, Emna t'a dit mettre sa vie de côté. Ouais. Et en fait, pour moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est que, en fait, l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie. Tu l'as dit ici, là, tout de suite. Et donc, en fait, ça fait partie de ta vie. Tu as décidé que ce soit comme ça. Et donc, c'est pas mettre sa vie de côté, c'est dire choisir cette direction-là. Tu sais que tu vas devoir faire des sacrifices, et tu sais que le côté fête, etc., ça va être pas ça ta vie, mais l'entrepreneuriat. Et donc, c'est plutôt un choix plutôt que mettre sa vie de côté. Non, c'est vrai, en fait, c'est juste ta vie qui évolue. Tu mets pas ta vie de côté. Maintenant, par exemple, je vais donner un exemple concret. Toutes mes vacances d'été, la plupart du temps, pendant 2-3 étés, j'étais en train de bosser sur des nouveaux projets, etc. Et puis, il y a aussi cette notion de travailler dans le business et sur le business. Parce que quand tu es employé, tu travailles dans le business, mais tu travailles pas sur le business. Là, il faut vraiment prévoir du temps pour. Donc, moi, ça m'a pas dérangé. Comme disait Philippe, je m'en plains pas. Je suis très contente et j'étais très épanouie là-dedans. Donc, c'est pas mettre sa vie de côté, mais c'est transformer sa vie pour qu'elle intègre ce truc-là. Ouais. Et c'est vrai, et on le voit quand on parle avec des entrepreneurs qui ont plusieurs années d'expérience. Quand tu leur demandes qu'est-ce qui a changé par rapport au début, ils disent aujourd'hui, je donne un peu plus d'importance à ma famille, à mes amis, à mes enfants. La vie privée prend plus de place, mais le début de l'aventure, effectivement, il faut s'investir et on n'a rien sans rien. C'est ce que je retiens. Ce que je propose, c'est qu'on clôture le tour d'Internet et qu'on attaque le dose du jour, même si on l'a déjà bien amorcé ici avec cette dernière actualité. Le dose du jour, c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo, et c'est vrai. Et je suis content qu'on ait ce sujet avec vous, les amis, parce qu'aujourd'hui, quand on scrolle sur LinkedIn, quand on scrolle surtout sur Instagram et TikTok, on voit de ces trucs aujourd'hui. Vraiment, on pense qu'on peut devenir millionnaire en 2-2, Startup Heroes. Il y a 10 ans, avec Nestup, on pensait qu'on allait devenir les nouveaux Steve Jobs en 2-2. Et la réalité, c'est quoi, finalement? Ceux qui nous regardent, et surtout les jeunes. Aujourd'hui, quand on parle aux jeunes et qu'on leur demande, tu veux faire quoi de ta vie? Je veux être mon propre patron. Ok, mais tu sais, c'est quoi l'impact d'être son propre patron? Justement, dans cet épisode, c'est ça qu'on a envie de faire. Et j'ai envie de vous poser une première question, justement, les amis. Est-ce que vous, la vision que vous aviez de l'aventure, au tout début, quand vous êtes lancé, est celle que vous avez aujourd'hui, ou ça a évolué? Yacine? Évidemment, ça a évolué. Parce qu'on le fait avec ça en tête, on le fait avec des rêves et tout, et on pense à beaucoup de liberté. Alors qu'on devient... Effectivement, on n'a plus de patron souvent, mais on devient prisonnier d'un truc qui est encore plus dangereux. Sans vouloir être trop philosophe, tu deviens prisonnier du temps. Tu deviens prisonnier de ta vision qui t'enferme, où tu te dis, bon, je sais, j'ai choisi et tout. Mais tu vois, tu te dis juste, à un moment, je cours après un truc, et avec le temps qui passe, t'as la soustraction des possibles, t'as des choses qui deviennent beaucoup plus compliquées, t'as des imprévus à gérer. Et donc, oui, on l'a choisi. Oui, franchement, c'est super cool. Mais en même temps, t'as des nouveaux impondérables qui sont différents, mais que je préfère 1000 fois à un patron.
Et c'est vrai qu'il y a un truc addictif aussi, quand on a le nez dans le guidon, qu'on est passionné par son projet, le temps passe beaucoup plus vite, et à un moment donné on se retourne, on se dit merde, il y a déjà 2 ans qui sont passés, et je suis encore là à... Est-ce qu'il y a des choses que vous aviez sous-estimées, surestimées, des choses qui ont changé, Philippe? Ouais, complètement. Moi, quand je me suis lancé tout seul, c'était un projet tech. J'étais un pur tech, je sortais de l'UNIF, et aujourd'hui, maintenant, on a moi, je gère plutôt plus de 160 personnes. J'avais complètement nié le côté humain. Psychologie, tu viens de la tech, mais en fait, tu ne réussis pas un projet si tu n'arrives pas à fédérer des équipes, si tu n'arrives pas à régler des conflits, si tu n'arrives pas à dire les choses aux personnes en face, que moi, je ne suis pas à l'aise avec ça. Et ouais, tout le côté psychologique, moi, je l'avais complètement... c'est pas le truc qu'on met en avant dans le Startup Heroes, comme tu dis. Mais si on redescend un peu, si on remonte le temps, quand vous avez fait le choix d'être indépendant, est-ce que déjà être indépendant, c'était une évidence pour vous? C'est-à-dire que dès que vous sortiez de l'école, vous vous êtes dit, OK, moi, je serai indépendant. Est-ce que c'était ça que vous aviez, Emna? Ouais, moi quand j'étais en secondaire, on me demandait tu veux faire quoi dans la vie, je disais je veux être CEO. Je savais pas ce que c'était, mais... Et ça vient de où, selon toi, ça? Tu savais déjà ce que ça veut dire, CEO? Ouais, même pas. Non, mais moi, chef d'entreprise, CEO, je savais pas vraiment en quoi ça consistait, mais je le sentais. Et l'expérience, elle m'est venue parce qu'en 5e secondaire, j'ai fait l'expérience des mini-entreprises. Ouais. Et ça, c'est hyper formateur parce que ça te permet de vraiment sentir, c'est une vraie entreprise. Hein. Ouais. Donc, tu investis du vrai argent, tu payes des cotisations, de l'ONSS, tu vas toquer à la porte, tu vends, tu prépares tes propres produits, tu vas dans des centres commerciaux pour vendre. C'est une vraie expérience. C'est un vrai jeu de rôle. Et moi, je me suis dit, waouh, mais j'adore ça, c'est ça que je veux faire. Après, j'ai fait mes études, j'ai travaillé, j'ai fait un peu mon expérience. Et puis, je suis revenue à ce truc-là en disant, la fibre, elle était quand même là. Et donc, à un moment donné, elle est revenue et puis j'ai fait ce choix. Mais t'es quand même passé par une autre expérience avant de te lancer comme indépendant. Et ce rêve que tu imaginais en faisant les mini-entreprises, est-ce que tu as retrouvé cette réalité quelques années plus tard dans le monde adulte, dans le vrai monde? Parce que les mini-entreprises, c'est génial comme première expérience. Mais on est globalement protégé. Maintenant que tu vis cette belle aventure depuis je sais pas combien d'années, est-ce que pour toi, c'est ce que tu imaginais avant? Ça a évolué, ça a changé? C'est plus dur? Là, ça fait 4 ans. Et honnêtement, c'est assez ressemblant à ce que j'imaginais. Okay. Donc pour le coup, j'avais une idée, j'avais une vision, je pense que je l'ai suivie. La vie m'a été favorable aussi. Ce que j'ai surestimé, je dirais, c'est le temps que ça peut prendre quand même. Ça se fait pas du jour au lendemain. Il faut vraiment consolider, prendre le temps de construire, faire son réseau. Franchement, ça prend quand même un peu de temps. Ce que j'ai sous-estimé, c'est à quel point ça pouvait bien se passer. Ok. Ah, c'est pas mal, ça. C'est l'esprit positif. Voilà, mais c'est vrai. Mais c'est vrai qu'on dit souvent, qu'on donne souvent cette image, on dit que l'entrepreneuriat, c'est un sport d'endurance et pas un sprint. Et qu'effectivement, c'est le fait d'être capable de tomber, de se relever, de tenir sur la durée. Et je pense que c'est quelque chose qui ressortira aussi de cette émission. Alors, toi, John, c'était une évidence, toi, dès le départ? Mais en fait, juste pour petite parenthèse, CEO, moi, je l'ai appris alors que la société existait. C'était quoi un CEO? Donc, j'ai avancé un peu. Que je savais pas. La honte. Non, mais c'est vrai. Ouais. Il a raison. Moi, je n'avais pas ce que t'étais, mais... Non, mais c'est vrai. J'avais aucune idée. Je faisais juste mon business. J'étais ici avec Gabrielle, qui était la cofondatrice, donc ma compagne à l'époque, et j'avançais comme ça. C'est après, quand mon associé est venu dire, les gars, il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant, etc. Il faut structurer la boîte. Organigramme. Pour moi, on était tous collègues. Ouais. Hein. Et donc là, avoir un CEO, je dis, c'est quoi un CEO? Un CMO, etc. C'est tous des trucs avec Cécile. Je savais rien du tout. Je fais juste mon business. Donc non, par rapport à ça, chapeau de connaître ça directement. Moi, j'étais pas du tout armé à tout ça. Je savais juste que j'étais incoachable. Et donc, c'était difficile pour moi d'avoir quelqu'un au-dessus de moi qui allait me donner des ordres parce que je challengeais ou parce que je pensais avec un ego surdimensionné me dire « Oh non, je sais mieux ». Et tu te rends compte après que tu sais pas toujours tout, du tout. Mais donc, difficilement coachable. Et c'est pour ça que j'ai commencé l'entrepreneuriat. Okay. Donc toi, ça s'est fait naturellement par rapport à ton tempérament. En fait, très vite, naturellement, tu t'es tourné vers ça. Parce que c'est dans ce contexte-là que tu t'es senti bien et que tu as pu évoluer. Tu as fait un passage aussi, comme Emna, vers un petit boulot d'abord d'employé où très vite, en fait, ta première expérience a été créer ta boîte. J'ai fait un stage d'abord chez quelqu'un qui faisait de l'immobilier, l'entrepreneuriat. Et donc là, c'était le stage quand j'étais à l'EFEC en marketing. Et après, j'ai travaillé pour une agence immobilière. Et c'est en fait finalement là où je me suis rendu compte, OK, what's next? Parce que là, je fais mon métier. OK, j'ai toujours envie d'évoluer. Mais si maintenant, mon patron ne me laissait pas du tout m'exprimer, il me disait, OK, John, toi, t'es là pour vendre. Nous, on s'occupe du reste. J'avais donné une idée. Je me souviens, je me s'étais fait recaler directement. Il me dit, oui, bon, toi, tu vas t'occuper de vendre. Et là, j'ai fait, oh, en fait, ça me bloque. Et c'est là où je me suis dit, en fait, je vais tester des choses par moi-même. On croise beaucoup de gens qui ont envie, mais qui hésitent, qui doutent, qui ont peur. Est-ce que vous êtes passé aussi par ces moments d'hésitation, de doute, où vous, en fait, c'était tout de suite une évidence et il n'y avait jamais eu de doute, d'hésitation? Ça peut être aussi peut-être un red flag, c'est de se dire finalement, si tu as tout le temps peur, si tu hésites, c'est que tu n'es pas fait pour ça. Est-ce que vous avez eu des moments de doute, d'hésitation, Philippe? Non, moi j'ai plutôt... mais ça, je l'ai appris avec le temps, j'ai plutôt un tempérament de fonceur.
Ouais. Je réfléchis après, des fois ça te joue des tours, mais des fois ça t'ouvre des portes. Et non, pas du tout. Mais par contre, ce que les gens doivent savoir, déjà se poser la question si on se lance ou pas, c'est la première des millions de questions qui va devoir se poser en tant qu'indépendant. C'est que tous les jours, on a un choix à faire, qu'il soit bon ou mauvais, il y a un choix à faire en fait. Et donc, hésiter fait partie du parcours. En fait, faut juste se lancer. Puis il y a aussi un vrai sujet. Se poser la question en amont, est-ce qu'on y va ou pas, c'est naturel, ça je peux comprendre. Mais je pense que c'est le plus important, il y a les 1000 questions que tu te poses tous les jours. Et donc, il faut juste comprendre que se questionner en permanence, c'est tout le concept. C'est de n'avoir jamais aucune certitude et d'être bousculé et d'être en capacité de trouver un peu un équilibre entre ces certitudes et tous les feedbacks que tu reçois qui sont pas toujours fun. Et quand on est, on parlait de ton tempérament, toi aussi fonceur, il y a des gens qui ont besoin de sécurité. Est-ce que si tu es plutôt de ce profil-là, de tout contrôler, d'avoir une forme de sécurité, est-ce qu'automatiquement tu dois te dire l'entrepreneuriat c'est pas pour toi, ou alors à ce moment-là tu peux quand même te lancer, mais alors tu t'entoures peut-être, John? Moi je suis hyper control freak, hein. Donc moi j'adore le contrôle de tout. Control freak? Control freak. Ok. J'ai besoin d'avoir le contrôle, et pourtant j'ai pu me lancer dans l'entrepreneuriat alors qu'il n'y avait pas de filet. Donc, mais je me suis lancé assez jeune puisque j'avais 24 ans quand je me suis lancé, et donc tu as moins de choses à perdre aussi, et donc je pense qu'aussi au niveau du timing c'était beaucoup plus facile. Je vois le carton jaune qui arrive. Mais donc non, je pense vraiment par rapport à ça, c'est qu'il y a aussi certains timings qui permettent plus l'entrepreneuriat que d'autres moments, et ici moi qui adore le contrôle, j'ai pu me lancer à 24 ans parce que je n'avais pas grand chose à perdre. Les amis, vous nous regardez, on va venir vers ton carton jaune, mais j'ai envie de passer un petit message à ceux qui nous regardent. Vous nous regardez, vous êtes posés, peut-être bien installés dans votre fauteuil. Cette émission, elle se veut aussi interactive avec vous, c'est-à-dire que les questions que je pose ici aux chroniqueurs, en réalité, je les pose aussi à vous. Donc, donnez votre avis en commentaire, ça va créer une dynamique, les gens vont répondre, et en fait, l'émission, elle se vit en vidéo, en audio, mais aussi en commentaire. Allez-y, réagissez, c'est hyper important. Alors, ce carton jaune, pourquoi ? Alors, tu as de la chance, John, quand même. Je suis quand même d'accord avec ce que tu as dit à la fin. Ça dépend du timing. Moi aussi, je me suis lancée à un moment où tu n'as pas grand-chose à perdre. Si tu es relativement jeune, tu dis, bon, on y va. Au pire, je me retrouve un job. Quand tu as une famille, des enfants, je pense que là, déjà, tu réfléchis autrement. Toujours est-il que, moi, j'ai connu beaucoup de profils qui favorisent ou qui valorisent beaucoup la sécurité, même sans enfants, sans rien du tout. Et je constate que c'est quand même un petit peu difficile parce qu'il faut vraiment avoir cette capacité, cette force et cette solidité intérieure de réagir, de gérer l'incertitude au quotidien, de prendre des décisions. Et il y a des gens qui sont juste pas capables d'être bousculés comme ça constamment, et ça les atteint profondément dans leur santé physique, mentale, émotionnelle. D'accord. Donc il faut savoir, est-ce que je suis capable de gérer ce truc-là ? Un article de l'Écho, la Belgique a atteint un nouveau record avec près de 1,3 million d'indépendants en 2024, soit environ 20 000 indépendants de plus qu'en 2023. C'est quasi un Belge sur 10, c'est quand même beaucoup. Donc si 1 million de Belges peuvent être indépendants, je pense qu'on peut quand même dire globalement que on pourrait tous avoir le potentiel de le devenir. On peut dire ça ou pas ? Ah non, je déteste ça. Non. Alors déjà, c'est ce que j'attendais de vous, les amis. je vais juste affiner un tout petit peu le truc. Ouais, tiens, mets l'autre, comme ça. Moi, je mets un carton rouge à ton carton rouge. Je n'affirme rien, je suis un chef d'orchestre, je vous excite un peu, les amis, pour avoir des réactions. 1 sur 10, quand tu regardes la population active, donc celle qui est en âge de travailler, c'est 1 sur 5. Donc franchement, c'est ultra impressionnant comme chiffre. Mais il y a un truc un peu sur les réseaux sociaux auquel j'ai pas du tout envie de participer, celui de faire croire aux gens que tout le monde peut. Ouais. Non, tout le monde peut pas. Parce qu'à un moment, je dis pas qu'il y a des gens qui sont pas faits pour ça. Je dis qu'il y a des parcours de vie, mettre dans la tête aux gens que on va y aller et c'est sûr que tout va bien se passer et tu as ce qu'il faut. Ah non, tu n'as pas ce qu'il faut. Et tout le monde n'est pas capable. Et il y a une bonne nouvelle. Je suis pas du tout capable d'être médecin, moi. Tu me demandes d'opérer et je tremble et je te tue. Hein. Donc c'est cool. Il y a une complémentarité, chacun est fait pour un truc. Il y a juste désormais une hype. Les entrepreneurs sont les nouveaux héros. Donc quand tu dis tu peux pas être entrepreneur, on a l'impression que tu rabaisses quelqu'un. Non mec, il y a 1000 trucs que je sais pas faire et heureusement sinon il y aurait pas d'économie et donc je paye des gens qui le font mieux que moi. Mais entrepreneur, tu peux l'essayer, mais à un moment tu comprends vite. Enfin, mais cartonne-moi. Moi, carton vert. Je rejoins. Carton vert de John, carton rouge. Allez, carton rouge dans le sens où ta question c'était est-ce que tout le monde a le potentiel ? Le potentiel, je pense oui. La capacité, peut-être pas. Voilà. Donc, tout était dans les mots, les amis. Le potentiel. Non, mais j'explique. Moi, mon rêve, c'est que on soit tous hyper connectés à nos dons et nos talents naturels parce qu'on a tous ça
Et puis, d'ailleurs, c'est ce qui se passait à l'époque. On faisait du troc. Il n'y avait pas d'argent. Et donc, c'était toi, tu sais coudre. Moi, je sais traire une vache. Vas-y, on fait un échange. À fond, ça, c'est top. Et donc, c'est ça, pour moi, la base de l'entrepreneuriat. C'est juste avoir une compétence ou un don ou un talent et puis être capable de le commercialiser ou de l'échanger. Donc, je pense qu'on a tous le potentiel d'être entrepreneur. Maintenant, c'est plus une question de statut dans la société où on est aujourd'hui. C'est est-ce que, statutairement parlant, juridiquement parlant, je suis capable de m'auto-gérer et de vendre et de gérer ma compta et mon truc, etc. Mais au niveau des métiers, on pourrait tous être indépendants. Et puis on l'a évoqué, je pense, toi Philippe, qui l'a dit aussi, il y a entrepreneurs et entrepreneurs, il y a différents types d'aventures possibles qui appellent certaines compétences. Et je veux dire, demain, tu ouvres ta petite épicerie, je pense pas que c'est les mêmes compétences que tu vas activer que organiser un événement international dans un salon où tu fais venir des milliers, voire des millions de personnes. Ouais. C'est pour ça, dans le million 3, alors moi, en tant qu'expert comptable, je serais ravi de voir ces millions 3, je ne les vois jamais. Mais c'est vaste, hein. Allez chez Amaris. mais en soi, il y a plein de types d'entrepreneuriat. Et aussi, je pense qu'il y a peut-être différents profils d'entrepreneuriat. C'est que moi, à la base, j'étais plutôt... je sors d'une famille de scientifiques, j'ai fait des études scientifiques. Je peux dire que tous les risques, mon plan financier, j'avais des variables dans tous les sens. J'ai dû apprendre à désapprendre ça. Donc, il y a des choses qui peuvent aussi s'apprendre et tu peux être entrepreneur d'une boîte à 3, 4, 5, 10... En fait, ça dépend où tu veux mettre la barre. Ouais. Mais pour moi, un plombier qui a une équipe de 5 a beaucoup plus de mérite que moi qui étais dans la tech où c'était la vibe de la tech, en fait. Voilà. Et on est quand même, je pense, au 10e ou 12e épisode, on a souvent évoqué cette question un peu de est-ce que tout le monde est capable d'être entrepreneur. Il y a des entrepreneurs aussi qui vont jusqu'à une boîte où ils ont 10 employés, 20 employés et après, ils le savent parce qu'ils se connaissent. Ils savent que là, maintenant, c'est mort. C'est plus pour moi. Il faut que je revende, que je délègue. Donc effectivement, il y a beaucoup de manières d'entreprendre. Ne prenez pas tout ce qu'on dit pour argent comptant. On a des aventures complètement différentes ici. Donc nuancez, challengez et réagissez en commentaire. Et évidemment, on va parler argent dans un instant. Je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui se posent la question de cette aventure parce qu'ils ont envie de devenir riches. Il y en a beaucoup qui se lancent là-dedans pour l'argent, justement. Est-ce que c'est une bonne chose de se lancer pour l'argent? Là aussi, je pense qu'il y a des idées pas mal, des idées reçues là-dessus. Mais d'abord, je veux juste avoir votre avis rapidement, parce que là, on était sur le rêve, sur l'image un peu de l'indépendant. Quand vous scrollez sur LinkedIn, YouTube, TikTok, Instagram, quel est votre ressenti? C'est genre, c'est quoi encore cette vidéo? C'est n'importe quoi. Ça me dégoûte, là, j'entends à droite. Ça m'embête. C'est votre avis général, c'est que vous trouvez que c'est pas la réalité qui est reflétée sur les réseaux? Bah non, c'est le côté l'argent facile. Enfin, on en parlait tout à l'heure avec les mondes. Alors, je rejoins un peu ce que John disait tout à l'heure, c'est que on n'a rien sans rien. On a oublié ça dans ce monde-là où on veut tout consommer très vite, avoir tout très vite, et que si un tel a un bateau, moi aussi je peux pouvoir l'avoir dans l'année. En fait, non. Et ce côté de gagner 10 000 euros par mois, comme le nombre d'années qu'il m'a fallu attendre pour les avoir. Ouais. Tu vois, c'est ça qui est problématique, je suis 100% d'accord. C'est la mise en spectacle permanente de la vie d'entrepreneur où tout devient totémique. Les 10 000 balles par mois, comme si c'était extraordinaire. Les machins. Je fume au Scrabble, mec. Je savais que t'allais... N'essaye même pas. Si on peut placer chacun un mot comme ça. J'ai baissé la tête pour pas rigoler et puis je t'ai vu. Parce que moi, CEO, je l'avais déjà pas au début. Donc, mais totémique, voilà, c'est le mot du jour. Mais alors, je vais t'en donner plein. Mais donc, les 10 000 balles par mois sont totémiques. Mais pour le dire autrement, tu vois, ce spectacle permanent, mais le spectacle de tout. Le spectacle de la tristesse, le spectacle des ups, des downs. On le dit pas souvent sur LinkedIn, mais aujourd'hui, je voudrais vous dire... Moi je suis d'accord avec ça parce qu'il y a aussi le côté la surréalité, l'exposition de la surréalité où soit c'est regarde ma vie de rêve c'est génial ou alors c'est oh là là c'est hyper dur, aujourd'hui je vais vous parler de mon burn-out. En fait, il faut trouver la juste balance dans qu'est-ce qu'on partage, dans quel moment on est dans un partage ou dans de la vulnérabilité ou dans de la surexposition. Comment tu peux être authentique quand tu veux te filmer en disant maintenant je vais pleurer? C'est fou, hein. Là, mais en fait, je suis en train de pleurer. Attends, je mets la caméra. Tout le monde, là. C'est super dur et tout. Allez, c'est impossible. Comment on peut donner finalement cette image? Et moi, je suis désolé, mais j'ai un petit peu du mal aussi. Il y a ceux qui donnent ça et il y a ceux qui regardent ça. Ouais. Comment est-ce qu'on peut être aussi bête des fois à croire tout ce qu'il y a sur les réseaux et se dire qu'en fait, c'est ça la réalité, sur le côté fun, sur le côté négatif et autres. Je pense qu'on doit aussi avoir un bon arbitrage de notre côté en tant que public. Comment peut-on être aussi bête? Enfin, voilà, 45 minutes. Il a eu besoin de 45 minutes pour se lâcher et oser dire le mot bête. Voilà. Ouais, merci John. C'est mon image propre voilà. que je... Ça, c'est le John qu'on voit. Et arbitrage. 12 points. Après, il faut rappeler aussi aux gens, encore une fois, c'est con peut-être ce que je vais dire, mais la puissance des algorithmes, à un moment donné,
faites la sélection de vos influenceurs, de vos créateurs de contenu, des entrepreneurs que vous suivez. Et c'est ça qui va faire aussi la différence quand vous allez vous connecter sur LinkedIn, sur TikTok et sur Instagram. Si vous voulez avoir du bon contenu, c'est vous aussi qui décidez. Mais si vous tombez toujours sur ces influenceurs à 2 balles et que vous kiffez et que vous regardez, TikTok va vous présenter que des gars comme ça. Donc c'est important de gérer aussi votre consommation sur les réseaux. Philippe, tu voulais dire quelque chose? Et puis Emna? Ah oui, j'avais juste deux sujets. Nous, ce qu'on voit, on a pas mal de créateurs d'entreprises qui nous appellent et on filtre en fait. On est obligé de filtrer parce qu'il y a des gens qui ont des projets de plans financiers irréalistes parce qu'ils ont vu ça et on sait que c'est le genre d'entrepreneur qui va juste mouiller la chemise 6 mois puis qui va arrêter en se disant c'est beaucoup trop dur. Et si un gars qui vient chez toi et qui te dit moi j'ai l'idée. Je vais faire un salon où je veux ramener tous les plus gros producteurs de F-16, de tanks, de bombardiers à Bruxelles, en Belgique. Est-ce que lui, tu l'éjectes ou tu le reçois? Le nombre de plans financiers qu'on avait déjà reçus. On a déjà reçu un Espagnol qui voulait créer une société en Espagne pour amener des armes dans un pays dont je ne dévoilerai pas, etc. Alors on en rigole toujours de cette histoire, Fouad, si tu m'entends d'ailleurs, parce qu'on a des business. Alors forcément, on ne le prend pas, mais je peux vous dire qu'il y a des plans financiers qui partent dans tous les sens et notre rôle, c'est avant tout, bon là c'était un problème de toute façon autre que est-ce qu'il va être entrepreneur, mais on va en prison lui. Je sais pas où il est d'ailleurs ce client, mais on a c'est aussi notre rôle de montrer, enfin, d'exposer la vérité aussi sans casser les projets parce que c'est pas notre rôle, mais bon voilà. Emna, et puis on parle argent. Inversement, moi, la première fois que j'ai présenté mon projet à un comptable, ils m'ont dit, mademoiselle, désolée, mais vous êtes complètement irréaliste. Et j'étais pas du tout d'accord. J'ai dit non, vous verrez. Et effectivement, j'ai réalisé ce business plan et ce plan financier. Donc, ça dépend vraiment sur qui on tombe parce que je me rends compte parfois que le comptable a son propre filtre sur ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et des préjugés, etc. Donc, voilà, il faut trouver le juste équilibre entre écouter les autres et s'écouter soi-même. Bien sûr. Et on parlera aussi de l'importance de bien s'entourer. Le comptable fait partie aussi des personnes qui sont importantes et le feeling doit passer, la compréhension du business, etc. Et parfois aussi avoir quelqu'un qui peut te remettre les pieds sur terre aussi. Et après, il y a la part de conviction profonde que toi, tu avais. Donc voilà, bon, on va parler argent un peu, les amis. Ce que je pense, c'est ce qui excite aussi ceux qui nous regardent, qui espèrent devenir riches en un claquement de doigts. J'ai envie de savoir, vous, alors tu parlais justement de ces fameux 10 000 €. C'est un palier qu'on aimerait bien atteindre et le plus rapidement possible. Déjà, tu y es à ces 10 000 €, visiblement. On parle bien en société, parce que je vois déjà les vidéos. Je pense pas, c'est pas te justifier. On l'a capté, là. On l'a capté. Combien de temps t'as mis, justement, pour avoir ce salaire Moi, déjà, ce qui est... 6 mois. 7. On nous dit que ta Porsche est mal garée. Non, en fait... mais en fait, j'aurais pu les gagner très vite en sortant de l'UNIF. J'étais informaticien, en fait, au final. Je sortais en 2009, j'avais la carrière toute tracée au Grand-Duché. Alors, je voulais pas ça du tout, mais... Moi, en fait, j'ai une société de management et je facture mes prestations à mes autres sociétés. Les 10 000 €, je crois que j'ai mis au moins 10 ans. Ouais, non, mais c'est ça, mais c'est important de le dire, parce que vraiment, c'est alors il y a d'autres formes, c'est un montage, c'est un calcul, etc. parce que là, voilà, 10 ans. Je veux dire, sans doute qu'il est arrivé bien avant les 10 ans. Enfin, allez, et qui se rémunérait en dividendes. Mais voilà, il y a une optimisation parce que justement, quelqu'un comme ça, il sait bien optimiser là où nous. Surtout, tu as différentes formes de rémunération. C'est-à-dire que moi, ce qui ne m'intéresse pas, c'est ce que j'ai maintenant, mais c'est ce que j'aurai plus tard. Ouais. Okay. Moi, je préfère créer de la valeur dans ma société que de le prendre. Mais ça, c'est un choix personnel. Donc, effectivement, je ne courais pas après ces fameux 10 000 par mois. En fait, c'était plus la valeur ajoutée que je crée. Moi, j'estime que mon rôle, c'est ça. C'est la valeur ajoutée qu'on crée dans une structure juridique. Notre rôle, c'est ça, en fait. Alors, j'ai posé la question différemment. Est-ce que vous êtes payé directement ou vous avez dû attendre quelques mois avant de vous payer votre premier salaire, John? Eh bien, moi, je ne me suis pas payé les 2 premières années. Ni moi, ni Gabrielle, donc cofondatrice. Et comment t'as vécu? Parce qu'en fait, on vivait dans la maison de chez mes parents. Ok, ouais. Et donc, on mangeait tous les soirs là. Donc, c'était OK. On avait le toit. Si on faisait un resto, c'était payé par la société. Donc, est-ce qu'on parle de rémunération ou pas là-dessus? Mais on était tellement dans le boulot, on n'avait plus de forcément de vacances et autres, parce que c'était les 2-3 premières années où tu dois te donner à fond. Et donc, les 2 premières années, pas payé. Et non, mais ça, c'est important de le dire pour ceux qui nous regardent, parce que certains pensent se lancer dès le premier mois, se payer un salaire. Il y a de nombreux cas. Alors, il y en a certains qui, dès le départ, arrivent à se payer parce qu'ils ont bien pensé le truc, ils ont un certain business qui le permet. Mais dans de nombreux cas, il faut d'abord investir l'argent dans la boîte, etc. Qui doivent se payer. Parce que moi, ici, j'avais un toit, donc je ne devais pas donner un loyer à mes parents. Donc, entre guillemets, c'est eux, d'une certaine manière, qui ont contribué à mon salaire de ce moment-là. Et donc, j'ai eu cette chance-là. Mais il y en a qui sont obligés de... Si tu commences plus tard, tu as évidemment des choses, tu as une voiture à payer et autres, c'est plus compliqué.
Et si vous deviez donner un chiffre sur une rémunération qui vous semble un premier palier, je sais pas comment le formuler pour pas passer pour des gens trop focus sur l'argent, mais c'est quoi finalement le palier qu'on devrait atteindre où on se dit ok, là je suis à un palier, c'est bien, là je commence maintenant à me sécuriser. C'est pas un chiffre, hein, c'est une stabilité. Ouais. Oui, ça dépend de ton style de vie. C'est ta récurrence où tu es sûr de, parce que tu peux gagner finalement un chiffre très haut d'un coup, et puis tu n'as plus de clients. Mais alors de nouveau, je vais formuler différemment. Un salaire moyen en Belgique, je pense, c'est plus ou moins on va dire qu'aujourd'hui, si tu es seul, en vérité, il te faut au moins 3 000 euros. Tu prends ton loyer à 1 200, tu prends ta voiture, ton truc, 3 000 euros net, d'accord ? 3 000 euros net. Un indépendant, pour pouvoir avoir 3 000 euros net, il doit facturer combien par mois ? Philippe, forcément, je vais me tourner vers toi, même si on sait que tu n'es pas la partie comptable de ta boîte. Mais si le dirigeant ne veut prendre que ça comme rémunération, tu dois être facturé du au moins 8 000 euros hors TVA. Exactement ce que j'allais dire, 8-10 000. 8-10 000 pour avoir 3 000 net. 3 000 net, quand même. C'est vrai que si tu mets avec le palier des cotisations sociales. Excuse-moi, mais il optimise vraiment très mal. Je sais pas si. Quand tu regardes du pur salaire, ça doit être à peu près ça. Tu fais 3 000 plus de charges à 26, plus si tu veux ton 13,92 fois. Oui, ça, il faut en parler. Voilà, il faut tout compter. C'est quoi ça ? Il y a 12 mois dans l'année ? Moi, je dis x2. Il faut faire au moins x2. Tu factures 6 000, tu peux avoir 3 000 net en poche. C'est un peu comme quand t'es employé, ton net, après, n'oubliez pas les cotisations sociales. Quand on t'annonce un brut, t'as plus ou moins la moitié. Mais justement, parce que là, on reste sur cette question-là, mais peut-être pour pouvoir affiner la réflexion, quels sont les gros principes économiques qu'il faut maîtriser ? On parlait de cotisation sociale, on parlait j'ai entendu un chiffre là, 13,9, je sais pas si tu veux te rémunérer selon calcul des employés. Oui, donc c'est 13, fois non, donc tu as un 13e. Un 13e mois. Ok, d'accord. On pécule à 92%, mais voilà, c'est juste pour prendre là-dessus. Ok, mais donc 3 000 net. Les fameux 6 000 ou 8 000 que vous évoquez, il y a quoi là-dedans ? Il y a les cotisations sociales. Cotisations sociales, t'auras, ça dépend de ton statut, si tu es en IPP ou en société, mais tu auras, on va dire, l'impôt globalement. Ouais. Alors, ça dépend, en IPP, c'est du 40%, en société, ça peut être du 20-25 optimisé. Et puis, il ne faut pas oublier les coûts durs, en fait. Il y a le précompte aussi. Hein, je peux donner un exemple concret. Ouais. Je peux donner un exemple concret parce que j'ai beaucoup de clients qui se lancent et qui me disent, je dis, voilà, de combien tu as besoin pour vivre ? On va dire, ils me disent 2 000 euros net. Okay, ce qui, aujourd'hui, en Belgique, me semble peu si tu es seul, que tu as un appartement ou une maison, une voiture. Voilà. Bon, on va dire 2 000 euros net. Ben, moi, je leur dis, tu vas pas facturer 2 000 euros. Hein. En fait, tu dois facturer au moins 5 000. Et j'explique, je dis 5 000. Disons que tu as facturé 5 000 à ton client. En réalité, tu vas lui facturer 6 000 parce qu'il y a de la TVA, 21%. Donc, tu vas recevoir 6 000 sur ton compte. Sauf que tu n'as pas 6 000 euros, en fait. Déjà, tu vas retirer la TVA. Donc, tu vas provisionner. Moi, je recommande de provisionner. Tu mets 1 000 euros de côté que la TVA, elle va te demander dans 3 mois. Ensuite, tu retires quoi ? Tu retires le cotisation sociale et le précompte professionnel si tu es en société. Moi, je dis toujours, tu retires plus ou moins 50%. C'est l'impôt des personnes physiques aussi. Tu as 5 000, tu retires plus ou moins 50% pour les cotisations sociales, le précompte et l'impôt des personnes physiques. Il te reste 2 500. Tu gardes encore 500 pour un petit frais, les comptables, etc. Tu es déjà à 2 000. Ouais. Et ça, c'est sans frais. Hein. Tu n'as pas de gros frais, etc. Donc ça, c'est un exemple que j'aime bien de dire, tu factures 6 000. En réalité, ce qui t'appartient, c'est 2 000. Et tu payes ton loyer, et tu payes ta voiture, etc. Il te reste combien pour tes vacances ? Ouais. Et c'est vrai que je pense aussi, il y a ce côté aussi avec les cotis, les paliers sont exponentiels aussi, donc faut vraiment faire attention. Donc je pourrais peut-être concevoir quand même que 3 000, on est plutôt autour des 7 000 7-8 000 pour justement. Sans gros frais. Mais donc il faut avoir conscience de ça, les amis, parce que facturer 8 000 tous les mois, il faut pouvoir le faire. Hein, donc c'est important. Vous voulez encore apporter des précisions par rapport à ça ou pas pour ceux qui nous regardent? Moi, je dirais c'est important de bien réfléchir à ces offres aussi, parce que du coup, quand tu as des gens nutritionnistes, thérapeutes, massothérapeutes, etc., parce que j'en vois qui disent moi, je vais facturer 50 € mon massage de 1 heure. Bonne chance pour arriver à 8 000 € par mois. Hein. Ça va faire des heures. Hein. Et il n'y en a peut-être pas assez dans une journée. Donc, et c'est là où le plan financier, le petit rendez-vous avec le comptable pour faire un peu... le modèle économique. Voilà, ça, pour vérifier que c'est faisable et combien de clients il faut par semaine, par mois. Est-ce que cet objectif est atteignable facilement, difficilement? Donc en fait, oui, l'aventure, elle peut être dure, mais ça demande aussi... ça va être surtout aussi, vous, qu'allez-vous faire en amont pour sécuriser, pour bien vous préparer à vivre cette aventure? Vous, quand vous vous êtes lancé, vous aviez une maîtrise, tu l'as dit, toi non, mais vous aviez une maîtrise de tous ces concepts économiques, précompte, cotis social. Vous avez fait attention à tout ça ou c'est finalement
en vous lançant, vous vous êtes rendu compte de tout ça? Je veux juste réagir par rapport à ça, justement, comme tu dis. Moi, j'avais aucune notion de tout ça. Et en fait, c'est un peu cette folie qui m'a permis de pouvoir y aller tête baissée. Parce que je me souviens, un comptable qui m'avait dit oh, ton chiffre d'affaires, si tu fais ça, tu peux déjà être très content. Et donc, il y avait une notion prudente. Mais quand j'entends les conseils ici, par exemple, c'est hyper important pour quelqu'un qui fait, par exemple, des massages, de dire, OK, mais en fait, est-ce que ça vaut la peine de vouloir vivre de ma passion, de vouloir vraiment aider le client à se sentir bien, de faire le massage? Parce qu'au final, si maintenant c'est moi qui en souffre, parce que je dois tellement travailler pour gagner correctement ma vie, que ça vaut pas... Donc, les conseils importants à prendre, je pense que c'est beaucoup plus important. Je pense que l'exemple que moi j'ai eu n'est vraiment pas à suivre. Bien se renseigner d'abord avant de se lancer pour voir si le jeu envoie la chandelle. Et on parlait tout à l'heure de création de contenu, et c'est pas parce que Amaury c'est devant moi et que tu le fais, mais je pense vraiment que avoir un bon comptable et démocratiser un peu l'entrepreneuriat comme ça, c'est hyper important. Et dans la création de contenu, moi je le dis aux indépendants et aux entrepreneurs qui aiment bien faire ça et qui sont bons et qui sont à l'aise dans l'exercice, ce serait bien de parler un peu plus de ce genre de choses, mais de façon très pratico-pratique. Ouais. Parce qu'il y a tout un volet organisationnel qu'on oublie et qui est ultra important. Complètement, et on parle beaucoup du côté inspirationnel, on parle beaucoup de tout ça. Ben, c'est le but de l'émission, c'est pour ça qu'on a senti qu'il y avait une place pour arriver sur le marché, même si aujourd'hui on parle un peu de choses un peu macro malgré tout, mais on essaie quand même d'être concret au quotidien dans nos reels et dans nos différentes émissions qu'on partage. Il y a Pause Compta aussi, qui est une chouette émission que j'ai la chance d'animer, qui est sur YouTube aussi, pour ceux qui veulent vraiment prendre de l'expérience sur tout ce qui est comptabilité, fiscalité. On se pose. Et création de société, parce que quand en 2004, moi en 2010, j'ai créé ma première boîte. Rien que le nom guichet d'entreprise, qu'est-ce que ça veut dire? Pour moi, on avait un guichet, on faisait la file et la boîte était créée après. Et alors, il y a des guichets d'entreprise qui donnent des webinaires sur ce truc-là, il y a des comptables qui donnent des webinaires sur la compta, mais il n'y a pas quelqu'un ou une entité qui donne la vue globale en disant je t'explique tout en fait ensemble. Et donc, il faut aller chercher les infos séparément, c'est compliqué. Eh ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on va tourner un mini-talk. Vous savez, on a un autre format plus court, un mini-talk avec CBC dans quelques jours sur la création justement de sa société, tous les acteurs par lesquels il faut passer, avec l'UCM qui sera sur le plateau aussi. Alors, je ne sais pas à quel moment vous verrez cette vidéo, mais allez voir la playlist mini-talk. Peut-être que l'épisode est déjà disponible. En tout cas, on mettra le lien en commentaire de cette vidéo. Par rapport à l'argent, je pense que... je pense qu'on a dit pas mal de choses. Dites-nous aussi en commentaire ce que vous en pensez, à quel point ça vous travaille ou pas, fait peur ou pas. Les charges administratives, tiens, ça c'est aussi une idée reçue qui peut faire peur. On dit souvent, être indépendant administrativement, c'est lourd. Tu vas passer tes nuits à faire des papiers, à remplir des documents. C'est vrai ou c'est pas vrai ça? J'entends ça tout le temps. Emna qui dit non. Non, c'est pas vrai. Pour moi, ça, c'est quelque chose qui est redouté par beaucoup de gens. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, on a des super bureaux comptables qui sont digitalisés, où tout se fait hyper facilement, rapidement. Il n'y a pas... Moi, ce mythe de je suis là à minuit à faire ma compta du trimestre et c'est la galère et en fait, je passe mon week-end. Moi, j'ai jamais vécu ça. Il suffit d'être organisé, de rentrer sa facture, de scanner son ticket au moment où tu vas à ton resto ou ton frais. Purée, j'ai pas osé. Moi, j'envoie ma facture directe. Enfin, il faut juste le faire sur le moment. Allez-y. Ici, on a des cartons ici. Vas-y. Let's go. Non, mais en tant qu'indépendante, peut-être qu'en tant qu'entrepreneur avec des équipes, c'est différent. Non, mais on a clairement une bonne élève ici, et donc ça c'est évidemment beaucoup plus facile. Elle savait ce que c'était un CEO à 12 ans, donc en même temps on est bon. Mais non, elle a dit il faut être organisé. Alors bon, moi je le suis, mais je déteste le côté administratif et autres, donc j'ai pu clairement facilement déléguer ça à quelqu'un qui avait les compétences. Mais soit tu arrives à déléguer parce que tu sais que tu mets tes sous là-dedans et que tu dois travailler pour gagner de l'argent que tu dépenses là. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais organiser, oui, mais il y a quand même pas mal de paperasse et des complications et des choses où tu sais pas finalement qu'est-ce que tu dois répondre sur ces documents et autres. Tu es un peu perdu. Et je trouve que c'est pas finalement si accessible que ça d'appeler et de trouver la bonne réponse. Donc être bien entouré, le comptable, c'est pas facile. Je suis d'accord, je vais exercer mon droit de carton rouge aussi. Yes. Franchement, on laisse... Regarde, tu vas faire un AVC, t'es prêt? Vas-y. On laisse parfois des problèmes administratifs s'enquister parce qu'on n'a pas envie de les regarder au jour le jour, parce qu'on veut se concentrer sur son activité. Et tu as deux problèmes. Tu as les problèmes qui te concernent, donc tu as les problèmes de remplir ta compta, ton machin, ton truc, et tu as tous les problèmes où, franchement, j'adore mon pays, mais
à chaque fois que tu veux faire un demi-truc, tu as une autorité qui est compétente, à qui il faut demander une autorisation, il faut remplir un papier, et puis il faut remplir la copie du papier pour l'autre autorité avec qui tu veux faire. Enfin, on remplit de la paperasse en permanence, et moi j'en suis presque à penser qu'il y a une nouvelle forme d'impôt, qui est l'impôt papier. On prend du temps toute la journée sur ma journée où je dois remplir, demander une autorisation, accepter que monsieur machin veuille bien que je fasse ceci pour créer de la valeur, pour ensuite payer de l'impôt qui va enrichir monsieur machin. Donc ce serait bien de pas baisser les impôts, il y a ça à la limite on va pas rentrer dans le débat, mais un peu moins de papier, un peu moins d'autorisation, un peu moins en permanence demander à des gens s'ils sont d'accord que je puisse créer de la valeur, franchement ce serait cool. Ouais, après ça dépend aussi effectivement du business aussi que tu fais. Ouais, je pense à tous ceux qui sont dans le bâtiment, qui doivent faire devis sur devis, qui doivent, là je peux comprendre que quand ils rentrent le soir chez eux, ils passent leur nuit à faire des papiers. Maintenant effectivement, si tu as un business plutôt classique, si tu t'entoures bien, moi honnêtement j'ai pas le sentiment d'être débordé administrativement au quotidien dans mon aventure. Donc, Ni dans le passé? Non. Par rapport à la comptabilité? Non, parce que d'abord, oui, alors voilà. Voilà. Non, mais j'ai fait une erreur. C'est qu'au début, je me suis dit, tu sais quoi, je vais payer très cher un comptable et je vais dire, écoute, moi, j'ai pas le temps pour ça. Moi, je suis un mec dans l'action comme toi. Moi, je veux aller vendre, je veux aller voir mes clients, je veux faire. Donc, moi, je te mets tout dans le drive. Toi, facture in, facture out, et tu m'optimises, tu fais ce qu'il faut, machin, etc. Et puis, je me suis fait avoir au premier contrôle fiscal sur les droits d'auteur parce que je m'étais pas intéressé du tout à ça. Voilà, et parce que c'est assez compliqué. Et donc, pour ça, tu as préféré déléguer. Et je pense que nous, en tant qu'entrepreneurs, maintenant que je suis devenu un peu plus adulte dans l'entrepreneuriat, je me dis, OK, je délègue, mais je dois quand même comprendre plus ou moins comment ça fonctionne. Voilà. Parce que je dois me dire, OK, mais je dois quand même guider. Parce qu'au final, l'expert comptable, il est là pour me guider, me conseiller, mais je dois quand même lui dire, écoute, voilà quelle direction je veux prendre. Et donc, c'est là où, pour moi, dans le passé, une erreur peut être vite faite. Et de tout déléguer, fermer les yeux, c'est problématique. Il faut, en tant qu'entrepreneur, quand même ouvrir les yeux là-dessus. Et il y a quelques concepts qu'il faut maîtriser, parce que c'est pas non plus hyper compliqué. Et ça, à un moment donné, c'est comme tout, il faut plonger dans le truc. Et après, oui, la TVA, faut comprendre, l'intracom, faut comprendre, les droits d'auteur, faut comprendre. Il y a 2-3 trucs comme ça, les avances sur les avances à payer, machin, etc. Donc tout ça, il faut comprendre. C'est pas si compliqué que ça. Il faut juste un peu plonger dedans. Bon, je vois que le temps, il avance à une vitesse. Il y a tellement de sujets. On voulait parler de sécurité, de santé aussi. Rapidement, je vous pose plein de questions et on verra où ça nous mène. C'est le rush final, les amis. N'hésitez pas à commenter aussi. Désolé si on n'a pas pu aborder toutes les questions. Vos craintes, vos peurs, mettez-les en commentaire. Nos experts viendront réagir et répondre à ce qui vous passe par la tête. Sur la sécurité, c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi quand on se lance dans l'entrepreneuriat, contrairement à l'employé qui globalement, même si aujourd'hui, je ne vais pas vous mentir, même en tant qu'employé, la sécurité, tu l'as pas forcément. Est-ce qu'un indépendant, il a droit au chômage ? Si ça plante, est-ce qu'il a droit au chômage ? Quelqu'un a une réponse là-dessus ? Je n'ai aucune idée. Je ne pense pas. Parce qu'il fait aveu de faillite, etc. Il y a le fameux droit passerelle. Alors, je connais pas bien. Je crois qu'il a droit à 12 mois de chômage. Par contre, si tu arrêtes ton activité de toi-même, je pense que tu n'y as pas droit. Alors, je vais répondre. C'est aussi une des évolutions. Par rapport, on a expliqué en début d'émission qu'on essaie de faire en sorte que le statut d'indépendance au même niveau que le statut d'employé. Effectivement, si par exemple tu avais acquis tes droits au chômage et qu'après tu te lances dans l'aventure entrepreneuriale, si ça se passe mal, tu peux récupérer tes droits au chômage. Donc si maintenant tu te lances dans l'aventure, tu as bossé X années, ça plante, tu peux aussi, selon certaines conditions, avoir droit à certaines aides. Donc oui, aujourd'hui, si vos parents vous disent ne te lance pas là-dedans parce que si ça se passe mal, t'auras rien du tout, ben c'est pas tout à fait vrai. La pension, je pense que maintenant la pension elle est au même niveau plus ou moins que les employés. La condition, je pense, c'est qu'il faut juste payer ses cotisations sociales comme il faut. Et logiquement, je pense qu'il y a un minimum qui est de 1500, je crois aussi pour les indépendants. Oui, mais c'est pareil, ça rejoint ce que j'ai dit au début. En fait, moi, je ne pense même pas à ça. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais c'est vrai, c'est que on essaie toujours de savoir c'est quoi nos droits, en fait. Ouais. Mais c'est plutôt, qu'est-ce que toi tu veux et prépare ça pour t'as 40 ans pour le faire, en fait. Tu comptes sur personne. Et de toute façon, en tant qu'indépendant. Et c'est pas, on pourrait dire, ouais, mais t'es égoïste, c'est que, peut-être, mais en fait, au moins, je sais à quoi m'attendre et où je veux mettre la barre. Voilà, parce qu'un changement politique dans 10 ans, 20 ans, moi, j'en sais rien. Je sais pas pourquoi tu dis égoïsme. Je vois pas pourquoi tu dis ce mot-là, parce que tu penses vraiment à. L'État est censé entre guillemets te protéger par rapport à ça, mais en fait tu sais très bien que tu vas compter juste sur toi, puisque il peut y avoir des changements au fur et à mesure et des décisions qui ont été prises maintenant où on a été trop loin, on doit un petit peu bifurquer. Donc non, compter sur toi-même. Et c'est tout. Après, savoir qu'il y a l'un ou l'autre filet, ça peut rassurer quand même aussi. Je pense même qu'un entrepreneur qui est capable, à nos âges, la petite trentaine,
répondre à cette question sur la pension, c'est un red flag. Hein. Franchement, si tu te lances avec autant à te demander qu'est-ce que l'État va faire pour toi dans 35 ans, fais autre chose. Ouais, même si, alors, je suis d'accord avec toi dans l'idée, mais en même temps, je pense que la pension, elle se prépare aussi. Voilà, je pense déjà maintenant aussi. Non, donc, c'est bien d'y penser, mais enfin, je veux dire, d'essayer de calculer, de voir mais t'as tellement de choses à faire dans ton business pour le faire grandir que c'est pas ta priorité. Oui, on tu est dis que ça d'accord. viendra après. 100% Et donc voilà, mais c'est bien s'il y a déjà des gens qui commencent à le calculer avant et mettre ça en place. Oui, ça, il faut pas non plus devenir complètement fou et avant d'aller voir son premier client, commencer à tout anticiper. Et non, à un moment donné, il faut se lancer. Et puis il y a des choses qui se font à certains moments de l'aventure entrepreneuriale. Il y a une chose aussi que je voulais ajouter, parce qu'on parle souvent de qu'est-ce que l'État pourrait nous garantir comme protection. Il ne faut pas oublier les autres types de protection, par exemple l'assurance revenu garanti. Typiquement, en tant que jeune entrepreneur, je ne l'avais pas du tout prise, mais ça coûte vraiment pas cher. Alors franchement, je n'ai pas les prix, mais un gars qui va démarrer à 25 ans va peut-être tourner à 50, 100 balles par mois, mais peut garantir son revenu de prestation. Donc typiquement, on parlait tout à l'heure des 8000. Il va pouvoir dire, si moi je me casse, je fais un grave accident de voiture, eh bien je vais pouvoir maintenir mon niveau de rémunération à 8000 via une assurance que je vais payer. Alors parce qu'il est jeune, il paierait entre 50 et 100. À partir de 40 ans, ça va être 200 € par mois. Mais l'air de rien, c'est aussi une belle sécurité. Et j'ai des amis indépendants qui sont aussi à la mutuelle aussi, hein, donc qui ont des gros problèmes de santé et qui profitent qui bénéficient de la mutuelle, même si certains en profitent. Rapidement, parce que je vois le temps, je vois déjà l'équipe qui est là pour la prochaine émission, puisqu'on tourne 2 émissions à chaque fois. On parle toujours de liberté, être indépendant, c'est être libre. Tu l'as évoqué un peu, mais cette notion de liberté, est-ce que vous la ressentez vraiment? Est-ce que c'est ça qui vous anime tous les jours dans cette aventure, Emna? Moi, je dirais que c'est progressif. Au début, on a peut-être un peu moins de liberté parce qu'on a moins de temps, il y a beaucoup de travail, il faut comprendre plein de choses et donc on se dit « Oh, est-ce que j'ai vraiment fait ça pour les bonnes raisons ?» Mais c'est hyper progressif. Au début, on n'a pas beaucoup d'argent, pas beaucoup de temps, pas beaucoup de liberté. Et puis petit à petit, si on fait les choses correctement, moi personnellement, je me sens beaucoup plus dans une forme de liberté extérieure, certes, mais beaucoup plus intérieure. Je pense que l'entrepreneuriat, c'est de la liberté intérieure avant tout. Carton vert. Carton vert. Le côté progressif était vraiment hyper bien placé. C'est la bonne image. C'est au début, tu sacrifies énormément pour essayer d'avoir plus de liberté après. Mais bon, tu fais un choix. Et c'est une question de balance. Après, c'est vrai que moi, je vois aussi beaucoup d'indépendants qui deviennent esclaves de leur projet. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut éviter. Je pense à ces artisans, ces commerçants qui ouvrent leur petite boutique et qui galèrent tous les jours à pouvoir se payer leur premier salaire. Et finalement, ils font blindés d'heures, ils sont tous les jours dans leur boutique, ils sont obligés d'ouvrir pour pouvoir payer les factures. Et ça devient, à un moment donné, il faut être capable aussi de déconnecter, débrancher la prise si vraiment on n'y arrive pas. Au-delà du fait, ça aussi, au-delà du fait de savoir est-ce que tout le monde est fait ou pas pour l'entrepreneuriat, il y a un truc, et il faut le dire ça à tout le monde. Le meilleur conseil que vous puissiez donner à un de vos potes, c'est s'il vous donne une idée complètement débile, d'avoir le courage de lui dire « Mec, sans jugement de valeur, parce que là je dis complètement débile, mais Emna le disait mieux que moi tout à l'heure. Ouais. Quand on t'apporte un truc où tu sais que c'est ton pote, ou quel que soit, que tu l'aimes et que tu lui veux du bien, il faut être en capacité de dire ton truc ne te permettra jamais de vivre. Et c'est là que tu t'enfermes dans des choses comme ça. Je dis pas qu'il faut juger les rêves. Quelqu'un qui a des grands rêves de grandeur, moi j'adore, il faut foncer. Mais quand on te dit on va faire 50 € par heure le massage, tu te rends compte que économiquement ça tient pas, que ça va pas le faire. Et donc il faut être en capacité quand même de dire la vérité à ses proches. C'est la plus belle forme d'amour. Alors arrête. Arrête Bedex. Les armes, c'est quoi ça? On veut tous vivre dans des champs au bord de l'eau. Non, t'as raison. Maintenant, attention aussi à ça parce que je pense qu'on est les gens qui nous entourent sont les numéros 1 pour nous dire ce que tu fais, c'est bidon. Attention, c'est dangereux. Ne fais pas ça. Il y a beaucoup de jaloux autour de nous aussi. Ceux qui connaissent. Qui te disent ne le fais pas parce qu'eux sont pas capables de le faire ou auraient profondément envie de le faire. Donc, je pense que t'as complètement raison. Après, il faut avoir l'intelligence de demander l'avis à plusieurs personnes, de croiser. Et si 10 personnes vous disent factuellement avec des chiffres, écoute, voilà pourquoi ça ne marche pas, ayez l'intelligence aussi de vous remettre en question et peut-être de mettre votre rêve 2 secondes de côté jusqu'au moment où le contexte sera plus positif. Bon, il faut qu'on parle rapidement de santé parce que aussi la santé physique, la santé mentale, le nombre d'indépendants en burn-out longue durée aura augmenté de 70% en 5 ans. Malgré une forte passion pour leur métier, je vois, c'est l'UCM qui a titré ça, et je vois Yacine qui souffle. Quoi, le mot burn-out te fatigue? Non, du tout, au contraire. Non, pas du tout. Je souffle avec beaucoup d'empathie parce que c'est dur, je connaissais pas du tout ce chiffre. Ouais. Putain, ça va être dur encore, hein. Je vais passer pour le méchant, mais c'est peut-être aussi gentiment la preuve que tout le monde n'est pas fait pour ça. Ouais. Pardon, hein, je ne veux pas être méchant, je le dis pour le bien des gens.
Mais à un moment, enfin, un petit peu de philosophie, la vie, c'est quand même la conquête du bonheur. Ouais. 70% d'augmentation de burn-out, de gens qui sont malades à cause de leur travail. Il faut juste avoir l'honnêteté de dire aux gens, faites autre chose. Ouais. Franchement. Et être honnête avec soi-même aussi, et peut-être c'est vrai que en fait, c'est ça pour moi aussi. On a beaucoup parlé d'économie, on a beaucoup parlé d'argent, tout ça, mais cette aventure, c'est une aventure humaine avant tout, avec soi-même d'abord. Et c'est vrai que ce qu'on vit émotionnellement, parfois peut nous dépasser aussi. Et peut faire qu'à un moment donné, sans s'en rendre compte, on se réveille un matin, et en fait, il n'y a plus rien qui va. Le corps, il veut plus. Et t'étais juste à fond dedans tous les jours, tu voulais réussir tous les jours. Et ce mec-là, c'est pas qu'il était con ou une quiche, comme dirait notre amie Cindy, ou autre, c'est juste qu'à un moment donné, il était tellement passionné, tellement amoureux de son projet, il avait l'espoir d'eux, et puis un jour, tu te réveilles. Donc, il faut aussi, faut aussi nuancer aussi, et de se dire que parfois, quand tu vis l'aventure et que tu la connais, parfois, c'est pas si simple de se dire, de prendre du recul et de se dire, attends, qu'est-ce qui se passe là en ce moment? Je vais débrancher la prise. Donc, je pense aussi à tous ces indépendants-là. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut pas oublier que la vie, c'est pas ça, quoi. La vie, c'est à un moment donné aussi pouvoir être bien dans sa tête, dans son corps, profiter avec les gens qu'on aime et qui nous aiment. Donc, c'est important aussi de relativiser tout ça. Philippe? Ce que je voulais ajouter, pas mal d'entrepreneurs aussi s'isolent. C'est-à-dire que ne pas confronter son projet avec son meilleur pote qui dit arrête tout, ou aller voir son client, ou aller voir son concurrent. Moi, j'ai souvent été voir mes concurrents, en fait. On échange, on n'a rien à se voler, mais ça fait partie de la thérapie aussi, au final. Parce que tout n'est pas noir, des fois. Et si on est seul, forcément que tout est noir. Et même nous, par exemple, on essaie beaucoup d'inviter nos clients dans des after-work et tout ça, pour éviter ce côté-là. Tout le monde a des joies et des peines, il faut les partager, il faut en parler, il faut s'exprimer. Et ce côté, ce soin mental à s'accorder en tant qu'entrepreneur, c'est le côté où on ne veut pas voir ça. Moi, j'ai dû vite apprendre à me dire, OK, là, on a des grosses charges émotionnelles, etc. Je ne suis pas quelqu'un qui extériorise beaucoup. Faut pouvoir arriver à encaisser, gérer ça. Et chacun va gérer ça différemment, et c'est vrai qu'échanger permet de faire ça. Je crois que tu l'as évoqué aussi, on a beaucoup parlé de construction, d'apprentissage, mais aussi beaucoup de déconstruction qu'on doit faire, avec lesquelles aussi on arrive dans cette aventure, et il faut parfois aussi déconstruire certaines choses pour pouvoir avancer comme il faut. Rapidement, allez, on va clôturer là-dessus, hein, les amis. Non, mais vraiment, on n'a pas le temps, et je vois la pression de dingue. De l'autre côté, il est 11h. En fait, on devrait déjà être occupé à tourner l'épisode suivant. Est-ce que vous avez eu parfois, rapidement, l'impression d'être seul dans cette aventure? C'est un sentiment parfois que beaucoup d'entrepreneurs ont et qui fait que l'aventure est dure. Cette histoire de on est seul quand on est indépendant, John. Moi, j'ai toujours commencé mon activité avec une associée. Donc, avec ma compagne ou maintenant un nouvel associé. J'ai lancé d'autres business avec un autre associé. Donc, tu es seul, des fois, en étant... par exemple, la période de Covid, où tu te sens là, waouh, en fait, on est seul, mais à deux. Donc, on pouvait un petit peu partager, même si on était d'une certaine manière là à se cacher des choses. Tu te sens un petit peu seul face au monde, face à tout ce qui arrive comme problème qui arrive, et que ça, tu te dis, waouh, tout ça sur moi. Oui, cette solitude-là, tu dois apprendre à la gérer et pouvoir avoir les épaules, mais ça te construit aussi. Et si tu passes ça, ça te rend plus fort, quoi. On va terminer par un dernier tour de table, un petit moment justement de sincérité, de vulnérabilité peut-être. Qu'est-ce qui a été le plus dur pour vous finalement dans cette aventure? Le truc le plus dur à vivre, Philippe? Moi, c'est garder la face. C'est-à-dire que à la période de Squirrel, on n'avait pas la croissance qu'on voulait. Par contre, quand tu as des levées de fonds, je peux te dire que tu as une grosse pression. Mais par contre, tu es le capitaine du navire, donc tu dois montrer à tes employés que ça va le faire. Tu dois montrer à tes investisseurs qu'on va le faire. Tu dois dire à tes clients qu'on va le faire aussi. Et là, tu es seul en disant, OK, ça passe ou ça casse, mais ça devrait passer. Et là, ce côté de leçon de leadership, entre guillemets, que tu montres à tout le monde, et il faut pas te mentir à toi-même, mais de dire, si toi, à un moment donné, tu baisses ta garde, il n'y a plus personne. C'est le moment le plus dur où là, même si j'ai des associés, etc., quand même, tu es seul, tu peux l'expliquer à personne, parce que même si tu en parles avec ta famille, ils ne peuvent pas comprendre la réalité. Effectivement, ça, c'est le côté le plus dur. Emna, le plus dur pour toi, ça a été quoi? Ça a été le moment de lâcher la bouée de sécurité, parce que moi aussi, j'ai commencé en vivant chez mes parents pour pouvoir me permettre de me lancer sans stress financier très grand. Et puis, c'est le moment où on a dit, OK, maintenant, il faut lâcher, il faut aller à la banque, il faut acheter son appartement, il faut faire un plan financier, il faut se verser un salaire, et il faut continuer de se verser un salaire tous les mois, sans exception, et puis continuer à faire tourner le truc. Donc, en fait, tu grandis, tu deviens parent de toi-même, en fait, et tu dois assumer jusqu'au bout. Et puis voilà, c'est le plus dur et c'est le plus gratifiant en même temps. Ok.
Ouais, donc tu l'as géré en sautant et en te disant finalement maintenant j'ai plus le choix. Et donc quand on n'a plus le choix, il y a ce truc magique parfois qui se passe en nous où on a un super pouvoir qui se révèle et on y arrive. John, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi? Je pense que c'est toujours le plus dur, c'est que tu peux jamais réellement totalement décrocher. Ouais. Donc tu es tout le temps constamment sur ce fil et tu dois le tenir parce que si tu lâches, eh bien en fait, comme tu dis, tu peux pas perdre la face vis-à-vis des problématiques. Tu dois montrer comme quoi ça va, t'assures, t'as une confiance en toi pour pouvoir faire amener tout le monde derrière toi à la bonne direction. Mais tu peux jamais faire un break de dire ouais, maintenant pendant 2 mois, tu sais quoi, je coupe le téléphone, je coupe les emails et maintenant c'est rien que pour moi. C'est pas possible ça. Et comment tu gères ça alors au quotidien? Finalement, tu fais avec et t'as Tu dois fini par trouver un l'accepter. certain équilibre, toujours. Pour moi, les questions d'équilibre et de te dire ok, mais je décroche un petit peu, mais pas totalement. Donc quand je pars en vacances, moi je regarde un petit peu mes emails le matin et puis je coupe. Mais au moins, comme ça, j'accumule pas quelque chose d'un dossier qui va être compliqué, un raz-de-marée. C'est vrai que les parents et les proches, ça c'est une phrase. Hein. Tu déconnecterais pas un peu, 2 secondes. Ouais. Allez. Et on part en vacances une semaine, tu laisses ton téléphone de côté. Ben non, en fait, je peux C'est pas. compliqué. C'est compliqué. Le plus dur pour toi, Yacine, Je pense que de venir ici sur le plateau. ouais, c'est non, c'est de garder son enthousiasme. Moi, j'ai un truc un peu particulier, c'est que j'ai créé une première avec un tas de gens que tu vois que t'aimes bien, dont tu valorises la vie, qui te regardent. Je suis pas sûr. Et Ouais. tu vois, dépasser le. Ouais. Moi, je suis sûr. Ouais. Ça, c'est un truc où. Et en plus, dans 99% des cas, tu regardes les gens droit dans les yeux, tu dis, moi, je suis sûr, t'es pas sûr du tout. Hein. C'est à l'intérieur, hein. T'en as aucune idée. Ça, il faut y aller. Tu vois, de temps en temps, tu te dis, est-ce que vraiment j'ai envie d'aller au bout du truc? Merci les amis. À vous de nous dire maintenant en commentaire de cette vidéo justement votre envers du décor justement de votre aventure, vos peurs, vos craintes, vos joies, vos réussites, comment vous les avez gérées. Cet épisode on l'a fait pour vous, pour ça en fait aussi, parce qu'on croise tous les jours je pense des petits jeunes qui veulent entreprendre, qui veulent se lancer et qui nous posent plein de questions. J'espère que cet épisode vous a rassuré et si c'est pas le cas, partagez-le nous en commentaire, on essaiera de vous répondre comme il faut et de vous donner les ressources, les outils pour dépasser vos peurs, vos craintes. Merci les amis, c'était un bel épisode. Merci Yacine pour cette première. Merci Philippe. On remercie merci aussi John et merci évidemment Emna. Parce que John, en fait, c'est un peu sa première aussi réellement. Voilà, après ses dernières prestations mémorables. On remercie nos partenaires sans qui on n'aurait pas pu faire cet épisode. CBC, voilà, la banque des entrepreneurs, vraiment, allez les voir. Ils sont vraiment là, c'est une banque de proximité. Vraiment, ils sont accessibles, ils ouvrent leurs portes, ils sont réactifs. Amaris aussi, qui a développé pas mal de solutions. On a parlé de beaucoup des différents profils d'entrepreneurs. Vous avez une solution Amaris One pour les indépendants en personne physique, etc. Avec vraiment des professionnels qui savent ce que c'est ce métier-là. Allez voir Amaris si vous cherchez un bon comptable et Proboss pour optimiser vos salaires si vous êtes dirigeant et référence.be pour tout ce qui est recrutement. Merci les amis et à bientôt. Ciao, ciao.